il y a 66 millions d'années. Quelque part au-dessus de l'Atlantique primitif, un objet voyage à travers le vide de l'espace à une vitesse de 30 km par seconde. Il n'émet aucun son. Il ne laisse aucun avertissement. Il est large d'environ 12 km, à peu près la hauteur à laquelle volent aujourd'hui les avions de ligne. Et il fonce droit vers la Terre. À ce moment précis, sur ce qui deviendra un jour le Mexique, un troupeau de tricératops broute en lisière d'une forêt dense. Les fougères arborescentes atteignent leurs épaules. L'air est chaud, humide, chargé de l'odeur des résines et de la boue des marécages. Un jeune mâle lève la tête, ses narines frémissent. Quelque chose dans l'air a changé, imperceptiblement, mais quelque chose a changé. Il ne le sait pas encore. Personne sur Terre ne le sait encore. Mais dans moins de 24 heures, tout ce qui respire sur cette planète sera confronté à l'événement le plus violent de l'histoire des 500 derniers millions d'années. Un événement si brutal, si total, si absolument sans précédent, que 3/4 de toutes les espèces vivantes seront effacées de la surface de la Terre. En quelques heures, pas en quelques siècles, en quelques heures. Voici leur dernière journée, heure par heure. Nous allons reconstituer ces 24 heures à partir des preuves laissées dans la roche, les données géologiques, les analyses isotopiques, les modélisations informatiques publiées dans les revues Nature et Science, les carottes de sédiments prélevées au fond du cratère de Chicxulub et les ossements fossilisés de créatures qui ont vécu ce jour-là, sans jamais comprendre ce qui leur arrivait. C'est une enquête paléontologique. C'est aussi le récit d'une extinction. Et ça commence 66 millions d'années avant vous. Mais pour comprendre ce qui va se passer dans ces 24 heures, il faut d'abord comprendre le monde que cet astéroïde s'apprête à détruire. Nous sommes à la fin du Crétacé, précisément dans ce que les géologues appellent le Maastrichtien, la dernière étage du Crétacé qui s'étend de 72 à 66 millions d'années avant notre ère. La Terre de cette époque n'est pas la Terre que vous connaissez. Les continents ont des formes différentes. L'Atlantique existe, mais il est bien plus étroit qu'aujourd'hui. Les Amériques du Nord et du Sud sont séparées. L'Inde dérive seule en plein océan, comme un radeau géologique fonçant vers l'Asie. L'Europe est en partie sous les eaux, un archipel d'îles chaudes entouré de mers peu profondes, grouillant de mosasaures et de plésiosaures. La température moyenne de la planète est de 6 à 8 degrés supérieure à celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de glace aux pôles, les forêts poussent jusqu'en Antarctique. L'atmosphère est riche en dioxyde de carbone, et partout, sur les plaines, dans les forêts, au bord des fleuves, dans les zones humides, sur les côtes, les dinosaures règnent en maîtres absolus depuis 160 millions d'années. 160 millions d'années. Pour mettre ce chiffre en perspective, si vous comprimiez toute l'histoire de la vie complexe sur Terre en une seule année calendaire, les dinosaures non-aviens occupent les mois de septembre, octobre, novembre et la moitié de décembre. Les êtres humains apparaissent le 31 décembre à 23h58 et 30 secondes. Nous existons depuis un battement de cils à l'échelle du temps géologique. Les dinosaures ont dominé ce monde pendant une durée que notre cerveau est biologiquement incapable d'appréhender vraiment. Et dans 24 heures, leur règne sera terminé. La formation géologique qui nous raconte cette histoire s'appelle Hell Creek. Hell Creek en anglais, ce qui signifie littéralement « la rivière de l'enfer ». Elle s'étend sur les plaines du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et du Wyoming. C'est l'une des formations fossilifères les plus riches et les mieux étudiées au monde. C'est là que l'on a trouvé les squelettes de Tyrannosaurus rex, de Triceratops, d'Edmontosaurus. C'est là, dans les couches de roches sédimentaires, que les paléontologues ont identifié ce que l'on appelle la limite KPG, la frontière entre le Crétacé et le Paléogène. Cette frontière est une ligne dans la roche. Elle fait quelques centimètres d'épaisseur. En dessous, il y a des fossiles de dinosaures, des pollens de plantes à fleurs, des restes de mammifères nocturnes de la taille d'une musaraigne. Un monde vivant, complexe, foisonnant. Au-dessus de cette ligne, rien. Plus de fossiles de grands dinosaures. Un pic soudain de fougères, signe d'un effondrement massif des écosystèmes végétaux. Et dans la ligne elle-même, une concentration d'iridium 100 fois supérieure à la normale terrestre. Un métal rare sur Terre, mais commun dans les météorites et les astéroïdes. C'est Luis Alvarez, prix Nobel de physique, et son fils Walter, géologue, qui ont identifié cette anomalie à l'iridium en 1980. Leur conclusion, révolutionnaire pour l'époque, était que cette concentration ne pouvait venir que d'un impact extraterrestre massif.
La communauté scientifique a mis des années à accepter cette idée. Aujourd'hui, elle fait consensus. Le cratère s'appelle Chicxulub. Il est enfoui sous la péninsule du Yucatan au Mexique et sous le fond du golfe du Mexique. Il mesure 180 km de diamètre. Il a été découvert non pas par des paléontologues, mais par des géophysiciens pétroliers dans les années 70 qui cherchaient des anomalies magnétiques. Ils ne comprenaient pas encore ce qu'ils avaient trouvé. Aujourd'hui, nous savons exactement ce que c'est. C'est la cicatrice du jour où le monde a basculé. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans ce jour. Heure par heure, nous allons suivre ce qui s'est passé. D'abord, les derniers moments de calme, puis l'impact, puis les premières minutes, les premières heures, et enfin la longue nuit qui a suivi. Nous allons nous appuyer sur les modélisations publiées dans des revues comme Nature Geoscience et Proceedings of the National Academy of Sciences, sur les forages dans le cratère de Chicxulub menés par le programme IODP en 2016, et sur les découvertes extraordinaires du site de Tanis, dans le Dakota du Nord, décrit pour la première fois en 2019 dans une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Tanis est un site unique au monde. C'est peut-être le seul endroit où nous avons des preuves directes de ce qui s'est passé dans les premières heures suivant l'impact. Des poissons fossilisés avec des sphérules, des microbilles de roches fondues projetées par l'impact, incrustées dans leurs branchies. Des créatures mortes si rapidement qu'elles n'ont pas eu le temps de se décomposer. Une scène figée dans le temps. Un instantané du pire jour de l'histoire de la vie sur Terre. Préparez-vous, nous y retournons. 24 heures avant l'impact. Il est, selon les reconstitutions géologiques, aux alentours de 2 heures du matin, heure locale, sur ce qui deviendra le Mexique. Le ciel est sans nuages. Les étoiles sont les mêmes étoiles, les mêmes constellations presque, à quelques décalages près dus à la dérive des continents et au mouvement propre des étoiles sur des millions d'années. La Lune brille, un peu plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, rendant la nuit légèrement plus lumineuse qu'elle ne l'est pour vous en ce moment. Dans les plaines alluviales de ce qui sera un jour l'Amérique centrale, rien ne bouge, ou presque rien. Dans l'obscurité, au bord d'un fleuve large et lent, quelque chose respire. Un Tyrannosaurus rex adulte est allongé sur le flanc, dans la boue tiède de la berge. Il ne dort pas, ou du moins, pas au sens où nous l'entendons. Son cerveau reptilien enregistre en permanence les sons, les vibrations, les odeurs. Mais son corps est au repos. Il pèse, selon les estimations actuelles, entre 8 et 9 tonnes. Sa tête mesure 1,50 m de long. Ses mâchoires peuvent exercer une pression de 57 000 newtons, la force de morsure la plus élevée jamais enregistrée chez un animal terrestre, selon une étude publiée dans le Journal of Zoology en 2012. Il est vieux. Les analyses de coupes osseuses, une technique appelée ostéohistologie, montrent que les Tyrannosaurus rex atteignaient rarement plus de 28 ans. Cet individu en a probablement 22 ou 23. Ses os portent les marques de fractures anciennes, bien cicatrisées. Ses dents, longues comme des bananes, portent des encoches là où elles ont heurté des os. Il a survécu à des décennies de compétition, de chasse, de blessures. Cette nuit est ordinaire pour lui. Il ne le sait pas encore, mais c'est l'une de ses dernières nuits ordinaires. À quelques kilomètres de là, dans la même plaine, un troupeau d'Edmontosaurus, de grands dinosaures herbivores à bec de canard, pouvant atteindre 12 mètres de long et 4 tonnes, dort debout, à la manière de certains herbivores modernes. Ils dorment groupés. Il y a des jeunes au centre, des adultes en périphérie. Leurs flancs se soulèvent et s'abaissent lentement dans l'air chaud de la nuit crétacée. L'un des adultes lève soudain la tête. Ses grandes narines frémissent. Il perçoit une odeur, probablement celle du tyrannosaure à la berge, portée par une légère brise. Pendant quelques secondes, il reste immobile, ses yeux ronds balayant l'obscurité. Puis il se rendort. Fausse alarme. Les prédateurs sont loin ce soir. Plus au nord, sur les plaines ouvertes de ce qui deviendra le Montana, la nuit est légèrement plus fraîche. Un groupe de Triceratops, probablement une dizaine d'individus selon les modèles de comportement grégaire dérivés des sites de fouilles dans la formation Hell Creek, broutent sous les étoiles. Ces animaux ne cessent jamais vraiment de manger. Leur batterie de dents, des centaines de dents empilées en colonnes, remplacées en permanence, capables de trancher les végétaux les plus coriaces, travaillent sans relâche. Un Triceratops adulte peut mesurer 9 mètres de long et peser jusqu'à 12 tonnes. Ces 3 cornes ne sont pas de simples outils d'attaque.
Les analyses de tissus osseux publiées dans la revue PLOS ONE en 2009 indiquent qu'elle jouait un rôle majeur dans la reconnaissance entre individus et probablement dans les combats rituels de domination. Le grand bouclier frontal, la collerette, était probablement coloré, irrigué de sang, vivant. Pas la structure pâle et osseuse des musées, mais quelque chose de brillant, de rouge peut-être, ou d'orangé. Cette nuit, ils broutent. Ils n'ont pas de prédateurs immédiats à craindre sous la lune. Dans les arbres, les oiseaux, et oui, il y a des oiseaux au Crétacé, des oiseaux véritables, descendants directs des théropodes, dorment perchés sur des branches. Ils ressemblent encore beaucoup à leurs ancêtres dinosauriens. Certains ont encore de petites griffes aux ailes. Mais ce sont déjà des oiseaux. Et cette particularité, être petit, être capable de voler, avoir un métabolisme rapide, manger des graines capables de survivre à des conditions extrêmes, va se révéler, dans moins de 24 heures, comme le ticket de survie le plus précieux de l'histoire de la vie. Mais cette nuit, ils dorment. Dans les mers qui couvrent une grande partie de l'Europe actuelle, les mosasaures chassent. Ces reptiles marins géants, certains atteignant 17 mètres de long, sont les prédateurs dominants des océans du Crétacé final. Ils ne sont pas des dinosaures. Ils sont plus proches des varans modernes, mais adaptés à la vie marine. Leur mâchoire double, une rangée de dents à l'extérieur, une seconde à l'intérieur du palais, leur permettent d'avaler des proies entières. Cette nuit, un mosasaure adulte traque un banc d'ammonites dans les eaux tièdes et peu profondes d'une mer intérieure. Les ammonites, ces mollusques à coquilles spiralées qui ont peuplé les océans du monde pendant 350 millions d'années, nagent en spirale lente. Elles ne savent pas qu'elles aussi vont disparaître. Que dans quelques heures, leur règne millénaire va prendre fin de manière aussi brutale que soudaine. Dans les airs, un Quetzalcoatlus plane sur les courants thermiques de la nuit. C'est le plus grand animal volant qui ait jamais existé. Ses ailes déployées mesurent 11 à 12 mètres, la taille d'un petit avion de tourisme. Au sol, il se tient sur ses 4 membres et mesure la hauteur d'une girafe. Il pèse environ 250 kg. Il n'est pas un dinosaure au sens strict, c'est un ptérosaure, mais il partage ce monde avec eux depuis des millions d'années. Cette nuit, il plane. Son cerveau, doté d'un lobe optique extraordinairement développé, comme le montrent les modèles numériques reconstruits à partir de crânes fossilisés, enregistre le paysage en dessous avec une précision remarquable. Il cherche des proies, de petits dinosaures, des mammifères, n'importe quoi qui bouge dans la nuit. Rien d'extraordinaire ne bouge. La nuit est calme. Et quelque part dans l'espace, l'astéroïde continue sa course. Il voyage depuis des centaines de millions d'années, peut-être depuis la naissance du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années. Il vient probablement de la ceinture principale d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Quelque chose, peut-être une collision avec un autre corps, peut-être une perturbation gravitationnelle, l'a éjecté de son orbite stable et l'a mis sur une trajectoire de collision avec la Terre. Il ne dévie pas, il ne ralentit pas, il fonce. Nous sommes à 23 heures avant l'impact. Le soleil commence à se lever sur les plaines du Crétacé. Lentement, la lumière orangée filtre à travers les forêts de palmiers, de fougères arborescentes et de conifères. L'air se réchauffe rapidement. La température à l'aube est déjà de 25 degrés dans les basses latitudes. Dans quelques heures, elle atteindra 30 à 35 degrés. C'est une aube ordinaire, la même que la veille, la même que la veille de la veille. Le tyrannosaure se lève. Ses muscles massifs se contractent. Ses os épais craquent sous le poids de 9 tonnes qui se redistribuent. Il renifle l'air du matin. Il a faim. Selon les modèles énergétiques publiés dans Science en 2014, un Tyrannosaurus rex adulte devait consommer environ 40 kg de viande par jour pour maintenir son métabolisme. Certaines études suggèrent même que ce chiffre pouvait dépasser 100 kg lors des phases de croissance rapide chez les jeunes individus. Il a faim, et les plaines sont pleines de vie. Il commence à marcher. Ses pas laissent des empreintes profondes dans la boue de la berge. Des empreintes qui, dans 66 millions d'années, ne seront jamais retrouvées, noyées sous des millénaires de sédiments, puis dissoutes par le temps. Mais d'autres empreintes, dans d'autres formations géologiques, ont survécu. Dans la formation de Laetoli, en Tanzanie, nous avons des empreintes de bipèdes d'il y a 3,5 millions d'années. Dans la formation Morrison, nous avons des pistes de sauropodes. La roche garde parfois ce que les eaux ne gardent pas. Ce matin, le tyrannosaure marche.
Il ne sait pas que c'est son dernier matin ordinaire. À 22 heures avant l'impact, les Edmontosaurus ont repris leur migration quotidienne. Ces animaux se déplaçaient probablement sur de longues distances saisonnières, comme les grands herbivores des savanes africaines aujourd'hui. Des études de la composition isotopique de leurs os, l'oxygène 18 et le carbone 13, laissent des signatures différentes selon la géographie et l'alimentation. Publiées dans PLOS ONE en 2016, indiquent des mouvements saisonniers sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce matin, ils marchent vers le nord, vers les plaines ouvertes, vers les prairies de fougères qui couvrent les zones humides entre les fleuves. Ils marchent sans savoir. Et dans l'espace, l'astéroïde ne reste plus qu'à quelques millions de kilomètres de la Terre. Sa trajectoire est verrouillée. Le compte à rebours a commencé. À 20 heures avant l'impact, le Soleil est maintenant haut dans le ciel crétacé. Il est environ 10 heures du matin, heure locale. La chaleur est déjà écrasante dans les basses terres. Les marécages fument légèrement sous l'effet de l'évaporation. Les forêts de conifères et de palmiers bruissent sous une brise chaude et humide qui vient du sud, depuis la grande mer intérieure qui coupe le continent nord-américain en deux, ce que les géologues appellent la voie maritime de l'Ouest intérieur. Cette mer intérieure, imaginez-la. Elle s'étend du golfe du Mexique jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'Arctique canadien. Elle est peu profonde, rarement plus de quelques centaines de mètres, mais elle est large. 2000 km de large par endroit. Elle divise l'Amérique du Nord en deux masses terrestres distinctes, l'Aramidia à l'ouest et Appalachia à l'est. Les dinosaures de l'Est et ceux de l'Ouest évoluent séparément depuis des millions d'années, développant des espèces différentes, des écosystèmes différents, des équilibres différents. Cette mer grouille de vie. Des requins, des tortues marines géantes, des poissons osseux de toute taille. Et surtout, dominant tout, les mosasaures. Ces reptiles marins qui ont pris le contrôle des océans du monde entier dans les derniers 20 millions d'années du Crétacé, après l'extinction des ichthyosaures et le déclin des plésiosaures. Tylosaurus, Mosasaurus, Prognathodon, certains dépassent 15 mètres. Ils chassent en pleine eau, ils chassent en surface, ils arrachent des proies aux rives. Ce matin, dans cette mer intérieure, rien ne laisse présager la catastrophe. Les vagues sont douces, l'eau est tiède. Sur les côtes occidentales de l'Aramidia, dans ce qui deviendra le Montana et le Wyoming, la formation Hell Creek est à son apogée écologique. C'est l'un des écosystèmes les plus riches que la Terre ait jamais porté. Pas le plus diversifié en nombre d'espèces, les forêts tropicales modernes le surpassent en complexité, mais d'une densité de grandes espèces absolument remarquable. Réfléchissez à ce que signifie marcher dans cet écosystème. Dans un rayon de quelques kilomètres carrés, vous auriez pu croiser des tricératops broutant en groupes familiaux, des Edmontosaurus en troupeaux de plusieurs dizaines d'individus, des Ankylosaurus, ces tanks vivants cuirassés de plaques osseuses portant une massue caudale capable de briser les os d'un tyrannosaure, des Pachycephalosaurus, ces dinosaures à crâne dôme épais comme du béton armé, utilisés dans des combats rituels de dominance, des Tesselosaurus, petits coureurs agiles qui filaient entre les fougères, des crocodiliens dans les rivières, des tortues géantes, des lézards, des serpents primitifs. Et au sommet de tout cela, le Tyrannosaurus rex. Non pas comme un prédateur solitaire et omnipotent tel que Hollywood le représente, mais comme un élément d'un système d'une complexité vertigineuse, d'un équilibre délicat, bâti sur 100 millions d'années d'évolution croisée entre proie et prédateur. Ce système fonctionne ce matin. Il fonctionnait il y a 10 000 ans. Il va cesser de fonctionner dans 20 heures. À 18 heures avant l'impact, dans les forêts denses de ce qui deviendra l'Amérique centrale, quelque chose d'inhabituel se produit. Pas quelque chose de spectaculaire, rien que les dinosaures puissent percevoir. Mais les instruments modernes, si nous avions pu les placer là, auraient enregistré une légère anomalie atmosphérique. Une perturbation infime dans la pression d'air, à peine mesurable, causée par l'entrée de l'astéroïde dans la sphère d'influence gravitationnelle terrestre. L'astéroïde est maintenant à moins de 500 000 km. Il voyage toujours à 30 km par seconde. À cette distance, si vous pouviez le voir depuis la Terre, ce qui serait impossible à l'œil nu, il apparaîtrait comme une étoile légèrement mouvante parmi d'autres étoiles. Pas différent d'une comète lointaine, pas différent d'un millier d'autres objets qui traversent régulièrement le système solaire sans jamais menacer la Terre.
Sauf que celui-ci ne va pas passer. Celui-ci va frapper. Parlons de ce qu'est cet astéroïde. Selon les analyses géochimiques des couches d'impact publiées dans des études compilées par le programme de forage IODP dans les années 2010, il s'agissait probablement d'un astéroïde carboné, de type C ou L, riche en matière organique primitive, en métaux lourds et en composés soufrés. Sa composition chimique était proche de celle des chondrites carbonés, les plus anciennes roches du système solaire, quasi inchangées depuis la formation des planètes. Il mesure environ 12 km de diamètre. Pour visualiser cela, c'est à peu près la distance entre le centre de Paris et la banlieue nord. Si vous le posiez debout sur la surface de la Terre, il dépasserait largement la couche de nuages et s'enfoncerait dans la stratosphère. Il pèse, selon les estimations, entre 900 milliards et 1 billion de tonnes. 1 billion de tonnes. Et il tombe. Revenons sur Terre. À 16 heures avant l'impact, le milieu de journée Crétacé bat son plein. Sur les plaines de Hell Creek, le tyrannosaure que nous avons quitté ce matin est maintenant en train de chasser. Il a repéré un Edmontosaurus isolé, un vieux mâle, légèrement boiteux, qui a pris du retard sur son troupeau. Les analyses de comportement de prédation reconstruites à partir des marques de morsures sur les ossements fossilisés, publiées dans une étude de l'Université de l'Alberta en 2011, montrent que les tyrannosaures ciblaient préférentiellement les individus affaiblis ou isolés, comme le font la plupart des grands prédateurs modernes. Il approche lentement. Contrairement à ce que l'on croyait il y a 20 ans, le Tyrannosaurus rex n'était probablement pas un sprinter. Les analyses biomécaniques de ses os, publiées dans Nature en 2002, puis affinées dans PLOS ONE en 2016, suggèrent une vitesse maximale de 17 à 20 km/h, pas plus. Ses os auraient risqué de se fracturer à des vitesses supérieures, sous le poids de 9 tonnes en mouvement rapide. Mais il n'a pas besoin d'être rapide. Il a besoin d'être efficace. Il s'approche de l'Edmontosaurus par derrière, profitant de la végétation dense. L'herbivore broute, la tête basse. Il n'a pas perçu la présence du prédateur. Le tyrannosaure s'arrête à une vingtaine de mètres. Il calcule, si l'on peut appeler cela un calcul, la trajectoire, la distance, le moment. Et puis il charge. L'Edmontosaurus se retourne trop tard. Le tyrannosaure ouvre ses mâchoires, une gueule large de 1,20 m, et se referme sur la nuque de l'herbivore avec une force de morsure que rien dans l'histoire naturelle moderne n'égale. La morsure est mortelle en quelques secondes. C'est une scène qui s'est jouée des millions de fois sur ces plaines. C'est la dernière fois que ce tyrannosaure précis accomplira cet acte. Il ne le sait pas encore. À 15 heures avant l'impact, en Asie centrale, sur les plaines rouges de ce qui sera un jour la Mongolie, un autre monde existe. Car il faut comprendre que le Crétacé final n'est pas un monde uniforme. Chaque continent a ses propres dinosaures, ses propres équilibres, ses propres règles. En Asie, ce sont les Tarbosaurus, cousins asiatiques du tyrannosaure, légèrement plus petits, qui dominent. Les Protocératops remplacent les Tricératops dans les plaines de sable rouge. Les Vélociraptors, rien à voir avec les monstres du cinéma, des animaux de la taille d'une dinde, couverts de plumes, chassant en meute probablement, traquent les lézards et les petits mammifères dans les buissons bas. En Amérique du Sud, en Patagonie, les derniers grands sauropodes, des titanosaures massifs aux coups interminables, broutent les cimes des arbres avec une placidité millénaire. En Afrique, des abélisauridés, aux bras encore plus vestigiaux que ceux du tyrannosaure, chassent dans la chaleur équatoriale. En Europe, ou ce qui en reste, cet archipel d'îles peu élevées, des dinosaures nains ont évolué en réponse à l'insularité, phénomène bien documenté chez les grands vertébrés sur les îles. Le monde est vaste, le monde est divers, et le monde, en ce moment précis, ne sait pas encore. À 14 heures avant l'impact, dans les forêts côtières de ce qui deviendra la Louisiane et le Texas, une scène se joue qui sera plus tard préservée de manière extraordinaire. Pas ici, pas exactement ici, mais à quelques centaines de kilomètres au nord, dans ce qui deviendra le Dakota du Nord, un bras d'eau douce peu profond, une espèce de lac ou de lagune relié par des chenaux à la mer intérieure, sera le théâtre, dans quelques heures, d'un événement que nous avons retrouvé. Un événement figé dans la roche, un instantané d'une précision qui coupe le souffle. Ce lieu s'appelle aujourd'hui Tanis. À 14 heures de l'impact, les eaux de Tanis sont calmes. Des poissons paddlefish et sturgeon, des esturgeons et des poissons spatules, dont les descendants existent encore aujourd'hui,
nagent lentement dans les eaux brunes et tièdes. Des tortues reposent sur les berges boueuses. Des petits mammifères nocturnes, ressemblant à de grosses musaraignes, pesant quelques centaines de grammes, dorment dans leurs terriers, attendant la tombée de la nuit pour sortir. Ces poissons, ces tortues, ces mammifères. Dans quelques heures, leurs corps seront pris dans une vague de boue et de débris si violente et si soudaine qu'ils seront fossilisés en position de mort instantanée, préservant jusqu'au dernier repas dans leurs estomacs, jusqu'aux sphérules d'impact dans leurs branchies. Mais à 14 heures avant l'impact, l'eau est calme. Le soleil de l'après-midi se reflète à la surface. Rien ne bouge, sauf les poissons. À 13 heures avant l'impact, le soleil commence à décliner vers l'ouest. Sur les plaines de Hell Creek, la chaleur de l'après-midi est à son pic. Les grands herbivores cherchent l'ombre des forêts riveraines. Les prédateurs, rassasiés ou trop échauffés pour chasser, se reposent. C'est l'heure creuse du Crétacé, cette torpeur de milieu d'après-midi que connaissent tous les grands écosystèmes tropicaux et subtropicaux. Notre tyrannosaure mange. Il déchire des masses de muscles et de tendons de la carcasse de l'Edmontosaurus avec une précision chirurgicale. Ses dents en forme de banane, dentelées sur les bords comme un couteau de boucher, capable de sectionner l'os, travaillent méthodiquement. Selon une étude publiée dans Scientific Reports en 2017, les tyrannosaures étaient capables d'avaler des fragments d'os de plusieurs kilogrammes en un seul mouvement. Leur suc gastrique, extrêmement acide, dissolvait l'os en quelques heures. Rien n'était gaspillé, rien n'était laissé. À 12 heures avant l'impact, il est environ 17 heures, heure locale. Les ombres s'allongent sur les plaines crétacées. Les oiseaux primitifs commencent à rejoindre leur perchoir. Les ptérosaures profitent des derniers courants thermiques ascendants de la journée. Le Quetzalcoatlus que nous avons suivi cette nuit plane maintenant à haute altitude, scrutant les plaines en dessous avec ses yeux de chasseur. Et dans l'espace, l'astéroïde n'est plus qu'à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Sa luminosité augmente maintenant. La lumière du soleil se réfléchit sur sa surface rocheuse avec une intensité croissante. Si quelqu'un, quelque part sur cette planète, avait eu les yeux tournés vers le ciel à ce moment précis et avait su quoi chercher, il aurait peut-être pu le voir. Une étoile. Une étoile légèrement trop brillante. Une étoile légèrement trop rapide. Mais personne ne regardait. Personne ne savait chercher. La nuit crétacée commence à tomber, douce et tiède, comme toutes les nuits avant elle. Et dans moins de 12 heures, tout ce que nous venons de décrire, les tyrannosaures, les troupeaux d'herbivores, les mosasaures dans leur mer, les ptérosaures dans leur ciel, les forêts de palmiers et les marécages grouillants de vie, tout cela va basculer. En quelques secondes, à 11 heures avant l'impact. Le soleil se couche sur les plaines de Hell Creek. Le ciel vire à l'orange, puis au rouge profond, puis au violet. C'est un coucher de soleil crétacé, les mêmes lois de diffusion atmosphérique, la même physique de la lumière, les mêmes couleurs que vous connaissez. La Terre tourne à la même vitesse. Les jours durent 23 heures et demie environ, légèrement moins qu'aujourd'hui, parce que la Lune est un peu plus proche et que son attraction ralentit progressivement la rotation terrestre sur des millions d'années. Mais c'est presque la même chose, presque le même ciel. Sauf que sous ce ciel, ce sont des tyrannosaures qui regardent le soleil disparaître. Notre mâle a terminé son repas. Il reste près de la carcasse, comportement documenté chez les grands prédateurs solitaires modernes qui défendent leur proie contre les charognards. Déjà, des dakotaraptors s'approchent en cercle prudent. Ces théropodes, grands droméosauridés de 2 mètres de haut et 5 à 6 mètres de long, couverts de plumes, armés de griffes en faucilles, sont assez intelligents pour attendre, assez prudents pour ne pas s'approcher trop près du tyrannosaure repu. Ils attendent dans les fougères. Ils attendront toute la nuit si nécessaire. À 10 heures avant l'impact, la nuit est maintenant complète. La lune est levée. Elle éclaire les plaines d'une lumière froide et blanche. Les grands herbivores se sont regroupés pour la nuit, comportement défensif instinctif contre les prédateurs nocturnes. Les crocodiliens dans les rivières sont en revanche en pleine activité. Ce sont des chasseurs nocturnes efficaces. Leurs yeux brillent d'un rouge orangé au ras de l'eau quand la lumière de la lune frappe leur tapetum lucidum, cette couche réfléchissante derrière la rétine qui permet de voir dans l'obscurité. Dans les arbres, les petits mammifères s'éveillent. C'est leur heure. Depuis l'apparition des dinosaures, il y a 160 millions d'années, les mammifères ont été repoussés dans la nuit. Petits,
Furtifs, nocturnes, ils ont survécu en étant invisibles, en occupant les niches écologiques que les dinosaures ne voulaient pas. Les fissures des rochers, les terriers dans la boue, les branches les plus fines des arbres. Ils ressemblent à des musaraignes, ils ressemblent à des opossums. Certains ressemblent à de petits primates primitifs. Leurs cerveaux sont proportionnellement plus grands que ceux des dinosaures. Leur odorat est extraordinairement développé. Leur température corporelle est régulée en interne. Ils sont endothermes, homéothermes, comme vous. Ils peuvent fonctionner par toutes les températures, dans toutes les conditions. Cette nuit, ils grimpent aux arbres, fouillent les sous-bois, chassent les insectes dans l'obscurité. Ils ne savent pas encore qu'ils sont les héritiers du monde. Ils ne savent pas encore qu'ils vont survivre. Mais quelque chose dans leur biologie, leur taille, leur métabolisme, leur régime alimentaire basé en partie sur des graines capables de résister à des conditions extrêmes, va se révéler être, dans quelques heures, la différence entre l'extinction et la survie. À 9 heures avant l'impact, quelque chose change dans l'atmosphère, très légèrement, imperceptiblement pour tout être vivant sur cette planète, mais réellement. L'astéroïde est maintenant si proche que son attraction gravitationnelle commence à perturber, de manière infime mais mesurable selon les modèles modernes, la haute atmosphère terrestre. Les particules les plus légères de l'ionosphère réagissent à sa présence. Dans les modèles informatiques développés à l'Université de l'Arizona et publiés dans Earth and Planetary Science Letters en 2021, cette perturbation précède l'impact de plusieurs heures. Aucun animal sur Terre ne peut la détecter. Aucun sens biologique n'est assez fin. Mais elle est là. L'astéroïde est là, à moins de 100 000 km maintenant, moins que la distance entre la Terre et la Lune. En termes de temps, cela représente moins de 90 minutes de voyage à sa vitesse actuelle de 30 km par seconde. Mais il n'est pas encore dans la zone critique, il reste encore des heures. À 8 heures avant l'impact, sur les rives de ce qui deviendra le Maroc, il fait nuit également. Mais c'est une nuit différente, plus chaude, plus humide. L'équateur crétacé est proche. Ici, dans les eaux peu profondes de ce qui sera la côte africaine, vit une créature dont nous avons retrouvé des restes extraordinaires dans la formation de Kem-Kem, une formation géologique marocaine qui a livré, depuis les années 2010, une quantité remarquable de fossiles de prédateurs aquatiques et semi-aquatiques. Le Spinosaurus. Nous en avons déjà parlé, ou plutôt, sa légende nous précède. Pendant des décennies, le Spinosaurus était représenté comme un simple grand théropode terrestre, cousin du tyrannosaure, marchant sur deux pattes dans les forêts. Puis, en 2014, une étude publiée dans Science a tout changé. Un squelette partiel découvert dans les gisements marocains par l'équipe du paléontologue Nizar Ibrahim, alors à l'Université de Chicago, révèle des pattes postérieures courtes, des os denses comme ceux des hippopotames modernes, une queue aplatie latéralement, idéale pour la propulsion dans l'eau. Le Spinosaurus était semi-aquatique. Peut-être le seul grand dinosaure théropode adapté à la vie dans l'eau. Cette nuit, dans les eaux marocaines du Crétacé, un Spinosaurus chasse dans un estuaire. Il plonge son museau allongé, armé de dents coniques comme des crochets à poisson, idéal pour attraper des proies glissantes, dans les eaux sombres. Il sent les vibrations des poissons à travers des récepteurs sensoriels dans ses mâchoires, similaires à ceux des crocodiles modernes, comme le suggère une étude publiée dans Cretaceous Research en 2020. Il attrape, il mange. La nuit africaine est chaude et silencieuse autour de lui. À 7 heures avant l'impact, de l'autre côté du monde, sur les plaines rouges de Patagonie, l'aube commence à poindre. Car c'est cela aussi cette dernière nuit, pendant que l'obscurité tombe sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, il fait jour quelque part ailleurs. La planète tourne. Le soleil brille sur la moitié du monde pendant que l'autre... En Patagonie, dans ce qui deviendra l'Argentine, les derniers grands titanosaures commencent leur journée. Ces sauropodes, les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé, broutent les cimes des arbres dans la lumière de l'aube australe. Le Patagotitan majorum, décrit scientifiquement en 2017 par une équipe du musée paléontologique Egidio Ferruglio de Trelew, pesait probablement 69 tonnes. 69 tonnes. C'est plus lourd que 10 éléphants d'Afrique adultes réunis. C'est le poids d'un Boeing 737 plein de passagers et de kérosène. Et il marche. Il mange. Son cœur, un organe de la taille d'une voiture familiale selon les reconstructions anatomiques, pompe des centaines de litres de sang par minute,
pour irriguer ce corps colossal. Ses poumons, un système à flux unidirectionnel, comme chez les oiseaux modernes, beaucoup plus efficace que les poumons à double pompe des mammifères, échangent des volumes d'air titanesques à chaque respiration. Il est la plus grande créature terrestre que cette planète ait jamais portée. Et dans 7 heures, il sera condamné. À 6 heures avant l'impact, il est environ 4 heures du matin sur la péninsule du Yucatan. La nuit est à son plus profond. L'air est lourd, chargé d'humidité tropicale. Les forêts côtières frémissent sous une légère brise marine. Les vagues de la mer primitive, cet ancêtre du golfe du Mexique, lèchent doucement une plage de sable blanc. À quelques kilomètres de cette plage, sous la surface de la Terre, se trouve la cible. Pas littéralement une cible, pas un marqueur visible, juste de la roche, du calcaire, de l'anhydrite, du soufre en abondance. Des roches sédimentaires marines riches en soufre, déposées sur des centaines de millions d'années au fond d'une mer primitive encore plus ancienne que celle qui couvre ses côtes aujourd'hui. C'est la composition de ces roches qui va aggraver dramatiquement la catastrophe. Voici. Quand un astéroïde frappe de la roche ordinaire, du granit, du basalte, l'impact est catastrophique. Mais quand il frappe des roches riches en carbonate et en sulfate, comme celle du Yucatan, la réaction chimique libère des quantités astronomiques de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de soufre, SO2, se combine à la vapeur d'eau pour former des aérosols d'acide sulfurique. Ces aérosols bloquent la lumière du soleil pendant des mois, des années, des décennies. Une étude publiée dans Geophysical Research Letters en 2016 estime que l'impact de Chicxulub a libéré entre 100 et 500 milliards de tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, une quantité qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur toutes les éruptions volcaniques connues dans l'histoire géologique récente. L'astéroïde n'aurait pas pu choisir un pire endroit pour frapper. Ou plutôt, il n'a pas choisi. C'est le hasard. Une trajectoire légèrement différente, et il tombait dans l'océan profond. Les effets auraient été désastreux, mais peut-être pas totaux. Une trajectoire légèrement différente encore, et il tombait sur du granit du bouclier canadien. Moins de soufre libéré. Peut-être une extinction partielle. Peut-être que certains dinosaures survivaient. Mais la trajectoire était celle-là. Et la roche était celle-là. Et le hasard a décidé. À 5 heures avant l'impact, dans les forêts de Hell Creek, notre tyrannosaure dort. Ou quelque chose d'analogue au sommeil. Il est allongé sur le flanc, au bord de la rivière, exactement comme ce matin, comme si la journée avait formé une boucle complète. Il a mangé. Il a défendu sa proie jusqu'à la tombée de la nuit. Finalement, les Dakota Raptors ont attendu suffisamment longtemps. Le tyrannosaure repu et endormi ne représentait plus une menace immédiate. Et ils ont pris leur reste, arrachant les derniers lambeaux de chair de la carcasse de l'Edmontosaurus avec une efficacité méticuleuse. Maintenant, la plaine est silencieuse. Silencieuse comme elle l'a été pendant des millions de nuits. Les étoiles brillent au-dessus. Parmi elles, invisibles à l'œil nu, ou peut-être maintenant tout juste visibles comme un point de lumière légèrement plus brillant que les autres, selon les calculs de luminosité de surface publiés dans des modèles d'impact, l'astéroïde poursuit sa course. Il n'y a plus beaucoup de temps. Dans 5 heures exactement, une lumière va apparaître dans le ciel de ce tyrannosaure. Une lumière plus brillante que le soleil. Une lumière qui va durer une fraction de seconde et changer le monde pour 66 millions d'années. Mais pour l'instant, la nuit est profonde. La nuit est calme. Et le tyrannosaure respire lentement, ses flancs massifs se soulevant et s'abaissant dans l'obscurité de la dernière nuit du monde qu'il connaît. À 4 heures avant l'impact, il est aux alentours de 2 heures du matin sur la péninsule du Yucatan. Le monde dort, ou presque. Dans les eaux sombres au large des côtes mexicaines, un mosasaure adulte chasse en silence. Il glisse entre deux eaux, sa silhouette massive, 12 mètres de long, 2 tonnes, absolument invisible dans l'obscurité de la mer. Ses écailles captent les infimes variations de pression créées par les mouvements des poissons autour de lui. Il n'a pas besoin de voir. Il n'a pas besoin d'entendre. Il sent le déplacement de l'eau avec une précision que nous ne pouvons qu'imaginer. Il attrape, il avale, il continue. À quelques centaines de mètres sous lui, dans les sédiments calcaires du fond marin, des millénaires de couches sédimentaires s'accumulent avec une régularité géologique impassible. 1 millimètre de sédiments par an peut-être, 2 millimètres.
Des coquilles d'ammonite, des dents de requin, des os de poisson, des grains de sable. Couche après couche après couche. Ces sédiments vont être pulvérisés dans quelques heures, vaporisés, projetés dans la stratosphère. À 3h30 avant l'impact, sur les plaines nord-américaines, quelque chose se produit que nous ne pouvons pas expliquer entièrement. Les animaux commencent à se comporter différemment. Pas tous, pas de manière spectaculaire, mais les données que nous possédons sur le comportement animal avant les catastrophes géologiques majeures, tremblements de terre, éruptions volcaniques, suggèrent que certaines espèces perçoivent des signaux infrasores, des variations de champs magnétiques, des changements infimes dans la composition chimique de l'air, bien avant que les instruments humains les détectent. L'astéroïde est maintenant à moins de 20 000 km. Il est dans l'espace circonterrestre. Il va frapper dans moins de 12 minutes. Non, attendez. Recalculons. À 30 km par seconde, 20 000 km représentent 600 secondes, 10 minutes. Mais nous ne sommes pas encore là. Il nous reste 3h30, ce qui signifie que l'astéroïde est encore à quelques centaines de milliers de kilomètres. Mais quelque chose change dans l'air. Dans les forêts du Yucatan, des volées d'oiseaux primitifs s'envolent soudainement des arbres où ils dormaient, sans raison apparente. Ils décrivent des cercles dans la nuit, désorientés, puis se reposent ailleurs. Des troupeaux d'herbivores s'agitent sans raison. Des crocodiliens remontent des rivières vers les berges, comme ils le font parfois avant les crues. Est-ce qu'ils sentent quelque chose? Est-ce que l'astéroïde perturbe de manière mesurable le champ magnétique terrestre à cette distance? La question reste ouverte dans la littérature scientifique. Aucune étude n'a pu le confirmer définitivement. Peut-être que ces comportements sont une coïncidence. Peut-être que les animaux réagissent à autre chose, une variation de pression atmosphérique, un orage lointain, un simple changement de vent. Ou peut-être qu'ils sentent quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Certains animaux vont survivre à ce qui arrive. Et parmi eux, statistiquement, se trouvent peut-être ceux qui, cette nuit, ont perçu quelque chose. Ceux qui se sont déplacés. Ceux qui ont cherché les terriers les plus profonds, les abris les plus solides, les eaux les plus basses. Peut-être. Ou peut-être que la survie, cette nuit, sera simplement une question de hasard. À 3 heures avant l'impact, nous devons parler de ce que les scientifiques appellent le bolide. Pas encore l'astéroïde qui frappe le sol. Le bolide, le phénomène lumineux et atmosphérique qui précède l'impact de quelques secondes à quelques minutes, selon l'angle d'entrée dans l'atmosphère. L'astéroïde de Chicxulub est entré dans l'atmosphère terrestre à un angle d'environ 60 degrés par rapport à la surface, un angle relativement raide, selon les modélisations publiées dans Nature Communications en 2019 par une équipe dirigée par Gareth Collins de l'Imperial College de Londres. Un angle plus rasant aurait dispersé l'énergie sur une zone plus large. Un angle plus vertical l'aurait concentré sur une zone plus petite. 60 degrés. C'était le pire angle possible, ou presque. À cet angle, l'objet a pénétré l'atmosphère à une vitesse qui n'a pratiquement pas diminué. L'atmosphère terrestre est trop mince, trop légère, pour ralentir significativement un objet de 12 km de diamètre, voyageant à 30 km par seconde. C'est comme essayer d'arrêter un train de marchandises avec un mouchoir en papier. En moins de 2 secondes après son entrée dans l'atmosphère, l'astéroïde aurait traversé toute la couche atmosphérique et frappé le sol. 2 secondes. Dans ces 2 secondes, il aurait comprimé l'air devant lui à des températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés. L'air devant lui ne se serait pas écarté, il n'en aurait pas eu le temps. Il se serait comprimé, chauffé, transformé en plasma. Un tunnel de feu et de plasma précédant l'astéroïde, visible depuis des milliers de kilomètres à la ronde. Une lumière plus brillante que 1000 soleils. Et ça, c'est ce qui va se passer. Dans moins de 3 heures. À 2h30 avant l'impact, replongeons dans le monde vivant. Parce que c'est ce qui compte vraiment. Pas la physique de l'impact, bien qu'elle soit fascinante. Pas la géochimie des roches du Yucatan, bien qu'elle soit cruciale. Ce qui compte vraiment, c'est ceci. À 2h30 de la fin de leur monde, les dinosaures ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir. Il n'y a aucun signal disponible à leur niveau de perception sensorielle qui leur indiquerait ce qui s'apprête à arriver. Ils vivent, c'est tout. Ils vivent pleinement, complètement, avec toute l'intensité d'être vivants, dans un monde qui leur appartient depuis 160 millions d'années. Dans les plaines de Hell Creek, notre tyrannosaure dort encore. Ses poumons,
doté d'un système de sacs aériens similaire aux oiseaux modernes, selon les reconstructions anatomiques publiées dans PLOS ONE en 2014, se remplissent et se vident lentement. Son cœur bat à un rythme lent, économe. Son cerveau, plus complexe qu'on ne le croyait il y a 20 ans, avec un cortex olfactif massif et des lobes optiques bien développés, comme le montrent les numérisations CT de crâne publiées dans Science en 2050, traite les informations de l'environnement en mode veille. Quelque chose dans l'air de la nuit. Une odeur de pluie lointaine. L'odeur de la carcasse qui refroidit non loin. Tout est normal. À 2 heures avant l'impact, l'aube commence à poindre sur l'est de l'Amérique du Nord. Les premières lueurs grises apparaissent à l'horizon, au-dessus de la mer intérieure. Un ciel dégagé ce matin. Pas de nuages. L'air est légèrement plus frais qu'il ne l'était il y a quelques heures. La nuit crétacée a apporté une légère fraîcheur relative sur les plaines du Nord. Dans les arbres, les oiseaux commencent à chanter. C'est important. Souvenez-vous de ce détail. Les oiseaux chantent. Ils le font depuis des millions d'années. Les appels de l'aube, cette explosion de sons qui marque la transition entre la nuit et le jour, documentée chez pratiquement toutes les espèces d'oiseaux modernes, existait presque certainement déjà au Crétacé. Les oiseaux crétacés, Ictyornis, Hesperornithiformes et des dizaines d'autres genres découverts dans les formations du monde entier, avaient des appareils vocaux développés, des cerveaux capables d'apprentissage sonore complexe. Ils chantaient ce matin, ce dernier matin. Et quelque part dans les arbres de Hell Creek, un oiseau de la taille d'un merle pose sa patte griffue sur une branche, gonfle ses plumes dans l'air frais de l'aube, et émet une série de notes claires dans le silence qui précède le lever du soleil. Ce son précis, ce matin précis, est l'un des derniers sons normaux que cette planète entendra avant que tout change. À 1h30 avant l'impact, le soleil se lève. Il se lève comme il s'est levé chaque matin depuis 4,5 milliards d'années. Orangé, puis jaune, puis blanc. Ses rayons frappent les plaines encore humides de rosée, font briller les fougères, réchauffent la boue des berges. Notre tyrannosaure se réveille. Il se lève avec la même lenteur laborieuse que la veille. Ses os craquent, ses muscles se contractent. Il renifle l'air du matin avec une intensité particulière. Les premières minutes après le réveil sont le moment où les sens sont les plus acérés, les plus réceptifs. Il sent la carcasse. Il sent l'eau de la rivière. Il sent les Dakotaraptors qui se sont éloignés à son réveil, leurs empreintes fraîches dans la... Il sent les Triceratops au loin, cette odeur caractéristique d'herbivores massifs, de végétaux fermentés dans des estomacs géants. Il commence à marcher. Ses pas sont lents, méthodiques. Il n'est pas pressé ce matin. Il a mangé hier. Son métabolisme, selon les modèles énergétiques publiés dans Science Advances en 2022, lui permet de tenir plusieurs jours entre 2 repas importants. Il peut se permettre de marcher lentement ce matin, d'explorer, de patrouiller son territoire. Il marche vers l'est, vers le soleil levant. À 1 heure avant l'impact, nous devons nous arrêter. Nous devons nous arrêter et comprendre ce que nous sommes en train de perdre. Pas perdre dans le sens émotionnel. Les dinosaures ne nous appartenaient pas. Ils n'avaient pas besoin de notre compassion. Ils étaient des machines de survie parfaitement adaptées à leur monde. Ni bons ni mauvais, ni cruels ni généreux. Simplement vivants, simplement efficaces, simplement là. Mais ce que la Terre va perdre dans 1 heure, c'est une expérience évolutive de 160 millions d'années. C'est une diversité de formes, de tailles, de comportements, de stratégies de vie qui ne se reproduira jamais exactement de la même façon. Les tyrannosaures ne reviendront pas. Les sauropodes géants ne reviendront pas. Les ptérosaures, ces maîtres absolus des airs pendant 150 millions d'années, ne reviendront pas. Une étude publiée dans la revue Current Biology en 2022, basée sur l'analyse phylogénétique de 147 lignées de dinosaures, conclut que les dinosaures non aviens n'étaient pas en déclin au moment de l'impact. Contrairement à une théorie populaire dans les années 90 et 2000, ils n'étaient pas déjà en train de mourir lentement, condamnés par un changement climatique progressif ou par la compétition avec les mammifères. Ils étaient en bonne santé écologique, diversifiés, nombreux, occupant pleinement leur... Ils n'étaient pas condamnés. Ils étaient frappés. Il y a une différence cruciale. À 45 minutes avant l'impact, le ciel au-dessus du golfe du Mexique est d'un bleu parfait. Pas un nuage, une journée magnifique. Et dans cet espace parfaitement bleu, parfaitement calme, quelque chose approche maintenant à une vitesse que l'esprit humain peine à concevoir.
30 km par seconde. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. 30 km, la distance entre deux grandes villes, en une seule seconde. En 45 minutes, depuis sa position actuelle, l'astéroïde va traverser la distance restante et frapper la Terre. Dans les eaux du Golfe, les mosasaures chassent. Sur les plages du Yucatan, les vagues déferlent doucement. Dans les forêts côtières, les oiseaux chantent encore. À 30 minutes avant l'impact, notre tyrannosaure s'est arrêté. Il est debout, immobile, en lisière d'une forêt dense de conifères. Son regard fixe quelque chose dans les sous-bois. Un jeune tricératops, 3 ans environ, à peine plus grand qu'un rhinocéros adulte, ses cornes encore courtes et peu développées, broutent à une trentaine de mètres. Il n'a pas encore perçu la présence du prédateur. Le tyrannosaure évalue. Selon les reconstitutions comportementales publiées dans Cretaceous Research en 2019, les tyrannosaures adultes prenaient rarement le risque de s'attaquer à des tricératops adultes sans nécessité absolue. Les cornes d'un tricératops en pleine défense représentaient un danger réel. Des traces de blessures infligées par des cornes de cératopsiens ont été retrouvées sur des ossements de tyrannosaures dans la formation Hell Creek. Mais un juvénile était une cible plus accessible. Le tyrannosaure évalue. Et quelque chose lui fait lever les yeux. Un mouvement dans le ciel. Imperceptible d'abord, puis plus net. Dans la haute atmosphère, à des altitudes que ses yeux ne peuvent pas résoudre en détail, quelque chose brille. Un point de lumière qui n'est pas le soleil. Un point de lumière qui grossit. À 20 minutes avant l'impact, ce point de lumière est maintenant visible. Pas pour tous les animaux, pas clairement. Mais dans la direction du golfe du Mexique, à l'horizon sud-est, quelque chose brille dans le ciel bleu du matin avec une intensité croissante. Ce n'est pas encore aveuglant, ce n'est pas encore douloureux à regarder, mais c'est là. Une étoile qui brille en plein jour, une étoile qui grossit. Les oiseaux, dans les arbres, s'arrêtent de chanter. Un silence tombe sur les forêts. Un silence que cet écosystème n'a peut-être jamais connu. Ce silence particulier que les biologistes appellent le silence de prédation totale. Quand quelque chose de tellement menaçant approche que chaque espèce, chaque individu, chaque cellule nerveuse de chaque être vivant se fige simultanément. Les troupeaux d'Edmontosaurus s'immobilisent. Les têtes se lèvent. Les narines frémissent. Quelque chose arrive. Quelque chose que l'évolution n'a jamais appris à ces créatures à reconnaître, parce que rien de tel ne s'est jamais produit de leur vivant. Ni dans la mémoire génétique de leurs espèces, ni dans 160 millions d'années d'histoire évolutive. Rien de tel ne s'est jamais produit. À 10 minutes avant l'impact, le ciel au-dessus du Yucatan commence à changer de couleur. La lumière qui descend du ciel n'est plus tout à fait normale. Elle est légèrement plus intense, légèrement plus blanche. Comme si quelqu'un avait augmenté la luminosité du soleil d'un dixième, d'un cinquième. Dans les eaux du Golfe, les mosasaures plongent soudainement vers les profondeurs. Les requins dispersent leurs bancs et filent dans toutes les directions. Les tortues marines plongent. Quelque chose dans la pression de l'eau, dans les infrasons se propageant à travers les océans, dans les variations électromagnétiques qui précèdent l'impact, quelque chose leur dit de descendre, de fuir vers les profondeurs, de s'éloigner de la surface. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils plongent. À 5 minutes avant l'impact, la lumière dans le ciel est maintenant indiscutablement anormale. Dans toute la zone des Caraïbes, de l'Amérique centrale, du sud de l'Amérique du Nord, tout être vivant qui regarde vers le ciel voit la même chose. Un second soleil. Pas encore aussi brillant que le soleil, pas encore, mais un disque lumineux clairement visible en plein jour, grossissant à une vitesse mesurable à l'œil nu, descendant vers l'horizon sud-est à une vitesse qui défie l'instinct. Les oiseaux explosent des arbres par millions. Les troupeaux d'herbivores se mettent à courir, sans direction, sans but, juste courir, fuir, s'éloigner de quelque chose que leurs cerveaux ne peuvent pas identifier, mais que leurs corps reconnaissent comme une menace absolue. Le tyrannosaure que nous suivons depuis le début, ce mâle de 9 tonnes, ce survivant de 22 ans, ce prédateur parfait d'un monde parfait, lève la tête vers le ciel. Il regarde. Ses yeux, chaque œil de la taille d'un poing humain, avec une acuité visuelle probablement comparable à celle d'un aigle moderne, selon les reconstructions de nerfs optiques publiées dans Science en 2021, fixe ce disque lumineux qui descend. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Aucun cerveau sur cette planète ne peut comprendre ce qu'il voit. À 2 minutes avant l'impact, tout s'emballe.
Le disque lumineux n'est plus un disque. C'est une colonne de feu qui traverse le ciel du zénith jusqu'à l'horizon, laissant derrière elle une traînée de plasma en fusion, un tunnel de lumière si intense qu'il projette des ombres nettes en plein milieu de la matinée, des ombres pointant dans des directions impossibles, des ombres multiples, des ombres qui bougent. La chaleur, c'est la première chose, avant le son, avant le choc. La chaleur rayonnée par le plasma de l'entrée atmosphérique commence à atteindre la surface. À des centaines de kilomètres de l'impact, la température monte brusquement. Des feuilles commencent à fumer, des fougères commencent à s'enrouler sur elles-mêmes. Des insectes tombent des branches, asphyxiés par la brutale variation thermique. Et puis, à 1 minute avant l'impact, l'astéroïde touche l'atmosphère dense. Il la traverse en moins d'1 seconde. Il frappe la surface de la Terre à une vitesse de 30 km par seconde. Il frappe les roches calcaires et sulfatées du Yucatan avec une énergie cinétique équivalente à 10 milliards de bombes atomiques du type de celle qui a détruit Hiroshima. 10 milliards. La roche sous l'impact ne se fracture pas, elle ne se déforme pas, elle ne s'effondre pas, elle se vaporise. En quelques microsecondes, des millions de tonnes de roches solides passent directement de l'état solide à l'état de plasma surchauffé. L'astéroïde lui-même, 12 km de roches et de métal, se vaporise presque entièrement. Il cesse d'exister en tant qu'objet distinct. Il devient énergie. Une énergie absolue. Une énergie qui va maintenant se propager à travers la Terre, à travers les océans, à travers l'atmosphère, à travers chaque centimètre de cette planète, et que rien, dans tout ce monde vivant et foisonnant et magnifique que nous avons parcouru depuis le début de cette vidéo, rien ne peut arrêter. Nous y sommes. Le compte à rebours est terminé. Et dans la prochaine partie, nous allons suivre, seconde par seconde, puis minute par minute, puis heure par heure, ce qui se passe ensuite. Ce que les pierres nous ont dit. Ce que les sédiments de Tanis nous ont montré. Ce que les modèles informatiques nous ont révélé. La fin d'un monde et le début du suivant. 0. L'astéroïde touche le sol. Il n'y a pas de son dans les premières microsecondes, pas encore. Le son voyage à 340 mètres par seconde. C'est infiniment trop lent pour ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe maintenant se produit à des vitesses qui rendent le son aussi pertinent que la marée face à un tsunami. Ce qui se passe maintenant, c'est de la physique pure, de la physique à l'état nu. Dans les premières 100 microsecondes suivant le contact, l'astéroïde pénètre les roches calcaires du Yucatan comme si elles n'existaient pas. À 30 km par seconde, la roche n'a pas le temps de se comporter comme de la roche. Elle se comporte comme un fluide. L'objet s'enfonce, et la matière autour de lui n'a pas le temps de se déplacer. Elle se comprime, se chauffe et se vaporise. En moins d'1 seconde, l'astéroïde a pénétré à plus de 30 km de profondeur. En moins d'1 seconde, il a traversé la croûte terrestre. En moins d'1 seconde, il a libéré une énergie que l'histoire de la planète n'avait pas connue depuis la formation de la Lune, il y a 4 milliards d'années, quand un objet de la taille de Mars avait heurté la jeune Terre et éjecté les débris qui allaient former notre satellite. Le cratère commence à se former. Pas de la manière dont vous imaginez un cratère, pas comme un trou qui se creuse lentement. Il se forme comme une explosion. La roche liquéfiée et vaporisée est projetée vers l'extérieur et vers le haut à des vitesses hypersoniques. Un rideau de matière en fusion s'élève à des dizaines de kilomètres d'altitude en quelques secondes. La cavité transitoire, le trou formé par le passage de l'astéroïde, atteint 100 km de diamètre et 30 km de profondeur en quelques dizaines de secondes. 30 km de profondeur. L'astéroïde a littéralement percé la croûte terrestre. À 10 secondes après l'impact, la boule de feu, c'est le terme technique, fireball en anglais, et il ne rend pas justice à ce que c'est réellement. Ce n'est pas une flamme, ce n'est pas une explosion au sens ordinaire du terme. C'est une sphère de plasma, de matière à l'état de 4e état, au-delà du gaz, là où les électrons se séparent des noyaux atomiques sous l'effet de températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés, qui s'élève au-dessus du Yucatan à une vitesse supérieure à celle du son. Cette sphère mesure, en quelques secondes, plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Elle est plus brillante que le Soleil. Beaucoup plus brillante. Selon les modélisations publiées dans Earth and Planetary Science Letters par une équipe de l'Université d'Imperial College en 2019, la luminosité de la boule de feu était visible depuis n'importe quel point de la Terre ayant une ligne de vue dégagée vers le Yucatan, y compris potentiellement
depuis certaines régions d'Europe et d'Afrique. Pas comme une boule de feu détaillée, évidemment, mais comme une lumière intense et soudaine à l'horizon, comparable à plusieurs éclairs simultanés. À 10 secondes après l'impact, quiconque se trouvait dans un rayon de 2000 km du cratère et regardait dans sa direction était aveuglé. Instantanément et définitivement aveuglé. La lumière était trop intense pour que l'œil humain, ou dinosaurien, la supporte ne serait-ce qu'une fraction de seconde. À 30 secondes après l'impact, la chaleur rayonnait. Elle voyage à la vitesse de la lumière, ou plutôt, elle est de la lumière. Des rayonnements infrarouges, ultraviolets et visibles projetés dans toutes les directions depuis la boule de feu. Dans un rayon de 1000 km autour du cratère, cette chaleur rayonnée est suffisante pour enflammer instantanément tout matériau combustible exposé à l'air libre. Les forêts brûlent. Pas lentement, pas progressivement. Elles s'enflamment d'un coup, comme si quelqu'un avait passé une torche géante au-dessus de la canopée. Les feuilles se dessèchent et s'embrasent en une seconde. Les troncs des palmiers noircissent et crament. Les fougères arborescentes, qui poussaient paisiblement sous le ciel de la matinée crétacée il y a 30 secondes encore, sont maintenant des colonnes de feu. Les dinosaures dans cette zone, dans ce rayon de 1000 km autour du Yucatan, meurent en quelques secondes. Pas de la brûlure directe, pour la plupart, de la chaleur rayonnée. L'air lui-même se réchauffe si brutalement que leurs poumons se remplissent d'air à plusieurs centaines de degrés. Leurs tissus internes se cuisent, leurs yeux fondent, leur cerveau bouille dans leur crâne. En quelques secondes, sans comprendre, sans souffrir longtemps, à 1 minute après l'impact. Le son arrive, enfin. Après 1 minute de silence cosmique, pendant laquelle la lumière et la chaleur ont déjà ravagé tout ce qui était proche, l'onde de choc acoustique commence à se propager depuis l'épicentre. Elle voyage à la vitesse du son dans l'air, puis à des vitesses supersoniques dans les roches et l'eau. Ce n'est pas un bruit, c'est une pression. Une onde de surpression atmosphérique d'une intensité qui n'a pas d'équivalent dans l'expérience humaine. Les mesures modèles, publiées dans Geophysical Research Letters en 2021, estiment que la surpression à 100 km du cratère était suffisante pour pulvériser n'importe quelle structure solide, rocher, arbre, os. À 500 km, elle était encore assez puissante pour renverser des arbres de plein fouet, pour briser des os, pour perforer des tympans et des poumons. À 1000 km, elle arrivait encore avec la puissance d'un ouragan catégorie 5. Et elle se propageait vers l'extérieur dans toutes les directions à la fois. Un anneau d'apocalypse se déployant à la vitesse du son. À 2 minutes après l'impact, parlons de ce qui se passe dans le Dakota du Nord. Le site de Tanis est à environ 3000 km du cratère de Chicxulub. L'onde de choc acoustique met environ 2h30 pour l'atteindre à la vitesse du son. Elle ne tue personne directement à Tanis. Ce qui tue à Tanis, c'est quelque chose de différent et de fascinant. Quelque chose que les scientifiques n'avaient pas prévu, ou pas complètement prévu, avant la découverte du site. Des seiches. Pas des animaux marins, des seiches au sens géophysique du terme, des oscillations de l'eau dans des bassins fermés déclenchées par les ondes sismiques se propageant dans la croûte terrestre. Exactement comme une tasse de café tremble et déborde quand vous posez la tasse brusquement sur une table, mais à l'échelle d'un lac ou d'une rivière. Les ondes sismiques de l'impact, voyageant dans la roche à des vitesses bien supérieures à la vitesse du son dans l'air, atteignent Tanis en environ 10 à 13 minutes, avant même que l'onde de choc acoustique ne soit à mi-chemin. Et quand elles arrivent, l'eau du lac de Tanis commence à osciller. Lentement d'abord, puis de plus en plus violemment. Les poissons, les paddlefish et les sturgeons que nous avons rencontrés plus tôt, se retrouvent soudainement dans une eau qui s'agite, qui monte, qui descend, qui tourbillonne. Des vagues de plusieurs mètres déferlent sur des berges qui étaient plates et calmes quelques minutes auparavant. Et depuis le ciel, il commence à pleuvoir. Pas de l'eau, des sphérules. À 5 minutes après l'impact, les sphérules commencent à tomber sur Tanis. Ce sont de minuscules billes de roche fondues, de la taille d'un grain de sable à celle d'une bille de verre, projetées dans la haute atmosphère par l'impact et maintenant qui retombent sur Terre après avoir voyagé à travers la stratosphère. Chaque sphérule est un minuscule fragment de la roche du Yucatan, vaporisé par l'impact, condensé en vol en une petite sphère parfaitement ronde par la tension de surface de la roche liquide dans le vide relatif de la haute atmosphère. Elle tombe comme de la grêle, des millions,
des milliards. Elles sont encore chaudes, certaines encore partiellement molles, quand elles atteignent le sol et l'eau. Et c'est là que Robert De Palma entre en scène. De Palma est le paléontologue de l'Université du Kansas qui a décrit le site de Tanis en 2019 dans sa publication dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Ce qu'il et son équipe ont découvert dans ces sédiments est proprement extraordinaire. Des poissons paddlefish et sturgeon fossilisés en position de mort soudaine. Des ammonites, des tortues, des fragments d'un ptérosaure, des fragments de ce qui pourrait être un tricératops, et dans les branchies des poissons, incrustés dans les tissus délicats des organes respiratoires, des sphérules d'impact. Des sphérules dans les branchies. Ce détail est capital. Les poissons respirent en filtrant de l'eau à travers leurs branchies. Si des sphérules sont incrustées dans leurs branchies, ces poissons respiraient encore quand les sphérules tombaient. Ils étaient vivants. Ils essayaient de respirer dans une eau chargée de billes de roche en fusion. Les sphérules se sont logées dans leurs branchies et y sont restées, préservées pendant 66 millions d'années, parce que les poissons ont été ensevelis presque immédiatement après leur mort. C'est une preuve directe, pas une inférence, pas une modélisation. Une preuve directe que ces poissons ont vécu les premières minutes après l'impact, et en sont morts. À 10 minutes après l'impact, revenons au cratère lui-même. La cavité transitoire, ce gouffre de 100 km de large et 30 km de profondeur, creusé dans la croûte terrestre, commence à s'effondrer sur elle-même. Ce phénomène, documenté dans tous les grands cratères d'impact et modélisé en détail pour Chicxulub par une équipe internationale publiée dans Science en 2017, produit ce que les géologues appellent un pic de rebond central. Imaginez ce qui se passe quand une goutte d'eau tombe dans une flaque. L'impact creuse une dépression. Puis la tension de surface de l'eau fait remonter un pic central au milieu de la dépression. Un jet d'eau vers le haut, au centre du cercle d'ondes. À Chicxulub, ce pic de rebond central était composé non pas d'eau, mais de roches fondues et de roches fracturées, remontant depuis des dizaines de kilomètres de profondeur. Ce pic central s'est élevé à des dizaines de kilomètres de hauteur en quelques minutes, une montagne de roches liquides surgissant du sol en un temps géologique absolument instantané, avant de s'effondrer à nouveau sur lui-même, créant les structures annulaires concentriques caractéristiques du cratère de Chicxulub, telles que nous les connaissons aujourd'hui. Toute cette roche fondue, des centaines de milliards de tonnes, retombe maintenant autour du cratère et dans l'atmosphère. Le ciel au-dessus du Yucatan n'est plus du ciel, c'est de la roche en fusion qui tombe. À 20 minutes après l'impact, les tsunamis. L'impact s'est produit en partie en mer. La partie nord-ouest du cratère de Chicxulub est sous les eaux peu profondes du golfe du Mexique. L'énergie libérée dans l'eau a généré des vagues d'une hauteur et d'une vitesse qui n'ont aucun équivalent dans l'histoire humaine. Les modélisations publiées dans AGU Advances en 2021 par une équipe dirigée par Molly Range de l'Université du Michigan estiment que les premières vagues du tsunami de Chicxulub atteignaient 250 mètres de hauteur à proximité immédiate du cratère. 250 mètres. C'est la hauteur de la Tour Eiffel. Une vague aussi haute que la Tour Eiffel, se déplaçant à des centaines de kilomètres par heure. Ces vagues se propagent dans toutes les directions. Vers le nord, elles remontent la voie maritime de l'ouest intérieur, ce bras de mer qui divise l'Amérique du Nord, en quelques heures, noyant des milliers de kilomètres de côte sous des vagues qui, même amorties par la distance, atteignent encore des dizaines de mètres de hauteur. Vers l'est, elles traversent l'Atlantique primitif. Vers le sud, elles dévastent les côtes d'Amérique du Sud. Les sédiments de ces tsunamis ont été retrouvés. Dans des formations géologiques du Texas, de l'Alabama, du Mexique, du Brésil, partout où les géologues ont cherché les traces de Chicxulub dans les couches sédimentaires marines de la limite KPG, ils ont trouvé des dépôts de tsunamis, des couches de débris chaotiques, de sable grossier, de fragments de roches mélangés pêle-mêle, la signature géologique inconfondable d'une vague colossale ayant tout emporté sur son passage. Ce n'est pas une théorie, c'est dans la roche. À 30 minutes après l'impact, les séismes. L'impact a déclenché une série de tremblements de terre d'une magnitude estimée entre 10 et 11 sur l'échelle de Richter. Pour mettre cela en perspective, le séisme de 2011 au Japon, qui a provoqué le tsunami dévastateur de Fukushima, avait une magnitude de 9. Chaque point sur l'échelle de Richter correspond à une multiplication par 30 de l'énergie libérée. Un séisme de magnitude 11 libère 1000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 9.
Ces ondes sismiques se propagent dans la croûte terrestre à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde. Elles atteignent l'Amérique du Nord entière en quelques minutes, l'Amérique du Sud en quelques minutes de plus. En moins d'une heure, les ondes sismiques de Chicxulub ont fait le tour de la planète plusieurs fois. Partout où il y avait des falaises, elles s'effondrent. Partout où il y avait des pentes instables, des glissements de terrain se déclenchent. Les fleuves changent de cours en quelques minutes sous l'effet des déformations du sol. Des volcans, déjà actifs dans cette période géologique marquée par un intense volcanisme dans les Traps du Décan en Inde, se réveillent ou s'intensifient sous l'effet des ondes sismiques. Le monde tremble, littéralement, simultanément sur toute sa surface. À 1 heure après l'impact, les débris commencent à retomber. Des billions de tonnes de roches vaporisées, de poussière, de sphérules, de fragments de l'astéroïde lui-même, tout ce qui a été projeté dans la haute atmosphère et au-delà, lors de l'impact, retombe maintenant sur Terre en une pluie de feu. Une pluie de feu. Pas une métaphore. Les débris de l'impact ont été projetés à des vitesses suffisantes pour atteindre des altitudes de plusieurs centaines de kilomètres. Certains fragments ont même brièvement quitté l'atmosphère avant d'être rattrapés par la gravité terrestre. En retombant dans l'atmosphère, ces fragments, de la taille d'un grain de sable à celle d'une maison selon leur taille initiale, subissent le même effet que les météorites. Ils s'échauffent par friction avec l'atmosphère dense et rayonnent une chaleur intense. Des millions de minuscules météorites, toutes en même temps, réchauffant l'atmosphère par leur passage. Une étude publiée dans le Journal of Geophysical Research en 2020 et 2 estime que ce bombardement de débris a chauffé la haute atmosphère terrestre à des températures suffisantes pour irradier une chaleur comparable à celle d'un four à la surface, suffisante pour enflammer spontanément toute matière combustible exposée à l'air libre, dans des zones bien au-delà de la zone d'impact direct. À 1 heure après l'impact, les incendies de forêt ne sont plus locaux, ils sont continentaux. À 2 heures après l'impact, le site de Tanis est sous les eaux. Les sèches successives, vague après vague d'oscillation de l'eau, entretenues par les répliques sismiques qui continuent de secouer le sol, ont successivement inondé et drainé les berges du lac plusieurs fois. À chaque oscillation, une nouvelle couche de sédiments, de poissons morts, de débris végétaux, de sphérules, est déposée et recouverte. C'est ce qui a créé la fossilisation extraordinaire de Tanis. Cette succession rapide de couvertures sédimentaires, documentée dans les carottes prélevées sur le site et analysée par une équipe de l'Université de Manchester en 2023, a préservé des instantanés successifs des premières heures de la catastrophe. Des poissons morts dans les premières minutes, des débris végétaux tombés dans les premières heures, des couches de cendres des incendies qui viendront ensuite, une archive stratifiée de l'apocalypse, et au fond de l'une de ces couches, quelque chose que De Palma et son équipe n'attendaient pas. Un fragment d'os de la taille d'une balle de tennis, un os dense, robuste, portant des traces caractéristiques. Un os qui, selon les analyses préliminaires publiées dans l'étude de 2019, pourrait appartenir à un Thescelosaurus, un petit dinosaure herbivore, tué et transporté par les eaux turbulentes de Tanis dans les premières heures suivant l'impact. Un dinosaure, mort le jour de l'impact, fossilisé dans les sédiments du jour de l'impact, attendant 66 millions d'années pour être retrouvé. À 3 heures après l'impact, nous devons quitter la zone immédiate du cratère et regarder le tableau d'ensemble. Parce que ce qui se passe maintenant n'est plus une catastrophe locale. Ce qui se passe maintenant est planétaire. L'onde de choc acoustique a maintenant parcouru des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Elle a atteint l'Amérique du Nord entière. Elle traverse l'Atlantique. Dans quelques heures, elle aura fait le tour de la planète. Les animaux dans son passage, ceux que la chaleur rayonnée n'a pas tués, ceux que les tsunamis n'ont pas noyés, ceux que les séismes n'ont pas ensevelis, sont maintenant confrontés à une surpression d'air qui perfore les poumons, brise les os, renverse les arbres centenaires. Les forêts brûlent sur plusieurs continents. Les fleuves sont charriants des débris, des cendres, des animaux morts. Les côtes sont méconnaissables. Et dans le ciel qui était d'un bleu parfait ce matin, ce ciel magnifique du dernier jour ordinaire, quelque chose change irrémédiablement. La poussière monte. Des billions de tonnes de poussière fine, le Yucatan vaporisé, l'essuie des incendies continentaux, les aérosols sulfureux libérés par la destruction des roches riches en sulfate, montent dans la stratosphère et commencent à se répandre autour de la planète. Pas en heures, en jours. Mais le processus a commencé.
À 6 heures après l'impact, notre tyrannosaure, s'il a survécu. S'il a survécu. Il se trouvait à environ 3500 km du cratère quand l'impact s'est produit. Assez loin pour ne pas être tué par la chaleur rayonnée directe dans les premières secondes. Assez loin pour que l'onde de choc acoustique, quand elle l'atteint, environ 2 heures et demie après l'impact, soit encore dévastatrice, mais peut-être pas mortelle pour un animal aussi massif. Il a peut-être survécu aux premières heures, physiquement. Il est peut-être encore debout, à 6 heures après l'impact. Peut-être tétanisé par les séismes continuels qui secouent le sol sous ses pattes. Peut-être aveuglé partiellement par l'intensité lumineuse des premières secondes. Peut-être sourd des 2 oreilles à cause de la surpression atmosphérique. Mais debout, encore debout. Autour de lui, les forêts brûlent par endroits. Le ciel a changé de couleur, plus sombre, plus orangé, chargé de particules en suspension. L'odeur de brûlé est omniprésente. Des animaux courent dans toutes les directions sans but, affolés par des stimuli que leur évolution n'a jamais appris à interpréter. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Aucun cerveau sur cette planète ne peut comprendre ce qui s'est passé. Mais quelque chose d'instinctif, de profondément biologique, ce quelque chose qui a permis à ses ancêtres de survivre à 160 millions d'années de catastrophes, de sécheresses, d'inondations, d'éruptions volcaniques, lui dit de bouger, de chercher de l'eau, de chercher de l'ombre, de survivre, comme il a toujours survécu. Sauf que cette fois, survivre aux premières heures ne suffira pas, parce que la vraie catastrophe, la catastrophe qui va réellement tuer les dinosaures, n'est pas l'impact lui-même. Ce n'est pas la chaleur des premières secondes, ce n'est pas les tsunamis, ce n'est pas les séismes, ce n'est pas même les incendies. La vraie catastrophe, c'est ce qui vient après. C'est ce qui commence maintenant. C'est la nuit. La longue nuit d'impact qui va s'abattre sur cette planète et durer des mois, peut-être des années, plongeant la Terre dans une obscurité et un froid que rien dans l'histoire des 160 millions d'années précédentes n'a préparé aucune espèce à affronter. C'est l'hiver d'impact. Et dans la prochaine partie, nous allons suivre cette nuit, heure par heure, semaine par semaine, jusqu'à la fin. À 24 heures après l'impact, le soleil se lève, ou plutôt, le soleil essaie de se lever. Quelque part au-dessus de l'épaisse couverture de poussière, de suie et d'aérosols sulfureux qui s'est répandu autour de la planète en quelques heures, l'astre continue de briller exactement comme avant. Il n'a pas changé, il n'a pas diminué. Il envoie la même quantité d'énergie vers la Terre qu'il l'a toujours fait. Mais cette énergie n'arrive plus. Elle est bloquée, réfléchie vers l'espace par des milliards de particules microscopiques en suspension dans la stratosphère. Des particules si fines, si légères, qu'elles ne tombent pas, qu'elles flottent, qu'elles voyagent avec les vents stratosphériques autour de la planète entière, formant un voile homogène, global, total. À la surface de la Terre, 24 heures après l'impact, la lumière du jour a une qualité étrange, orangée, crépusculaire, comme si le soleil était éclipsé en permanence, comme si la planète entière était plongée dans un coucher de soleil qui ne finit pas. Les plantes le sentent déjà. Pour comprendre ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui suivent, il faut comprendre un mécanisme fondamental, la photosynthèse. Toute vie sur Terre, absolument toute vie complexe, sans exception, dépend directement ou indirectement de la photosynthèse. Les plantes captent l'énergie solaire et la convertissent en matière organique. Les herbivores mangent les plantes, les carnivores mangent les herbivores. Si vous retirez la photosynthèse, vous ne retirez pas seulement les plantes. Vous retirez la base de toute chaîne alimentaire sur la planète. Vous coupez l'alimentation électrique de la biosphère entière. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Selon les modélisations climatiques publiées dans les Proceedings of the National Academy of Science en 2016 par une équipe de l'Université du Colorado dirigée par Charles Bardeen, le voile de poussière et de suie injecté dans la stratosphère par l'impact de Chicxulub et les incendies continentaux qui ont suivi était suffisant pour réduire la lumière solaire atteignant la surface à moins d'1% de sa valeur normale. Moins d'1%, pas 50%, pas 10%, moins d'1%. Dans ces conditions, la photosynthèse s'arrête presque entièrement. Pas en semaines, en jours. À 2 jours après l'impact, les premières plantes commencent à mourir. Pas toutes, pas de la même façon.
C'est une distinction cruciale que les paléobotanistes ont reconstituée à partir de l'analyse des pollens et des spores fossilisés dans les couches sédimentaires de la limite KPG et publiée dans une série d'études dans la revue Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie. Les plantes à feuilles larges, celles qui ont besoin de beaucoup de lumière, meurent les premières. Leurs feuilles, privées de lumière, cessent de produire de la chlorophylle. Elles jaunissent. Elles tombent. En quelques jours, les forêts tropicales et subtropicales, ces cathédrales végétales qui couvraient les basses latitudes depuis des millions d'années, commencent à se dépouiller de leur feuillage comme en automne. Sauf que ce n'est pas l'automne. Et le printemps ne reviendra pas de sitôt. Les conifères résistent un peu mieux. Leurs aiguilles sont plus efficaces dans des conditions de lumière réduites. Mais même eux commencent à montrer des signes de stress dans les premières semaines. Ce qui résiste le mieux, c'est ce que les botanistes appellent les plantes pionnières, les fougères, les mousses, les champignons. Ces organismes capables de survivre dans des conditions de lumière extrêmement basses, capables de pousser sur des substrats désolés, capables de coloniser des surfaces dévastées. Dans les couches sédimentaires de la limite KPG, dans des dizaines de formations géologiques autour du monde, Hell Creek, la formation de Raton au Nouveau-Mexique, des formations équivalentes en Nouvelle-Zélande et en Europe, les paléobotanistes ont identifié ce qu'ils appellent le pic de fougères, une explosion soudaine de spores de fougères dans les sédiments, directement au-dessus de la couche d'iridium. Après l'extinction des plantes à fleurs et des conifères, les fougères sont les premières à recoloniser un monde dévasté, comme elles l'avaient déjà fait après d'autres catastrophes des millions d'années auparavant. À une semaine après l'impact, la température commence à chuter. Lentement d'abord, quelques degrés, presque imperceptibles pour un être vivant pris dans l'urgence de la survie. Mais les modèles climatiques sont implacables. Sans apport d'énergie solaire à la surface, la Terre commence à perdre sa chaleur par rayonnement infrarouge vers l'espace. Comme un four qu'on éteint, il reste chaud un moment, puis la chaleur s'échappe inexorablement. La Terre de la fin du Crétacé était, rappelons-le, naturellement plus chaude que la Terre actuelle. Cette chaleur de base lui donne un certain réservoir thermique. Mais ce réservoir s'épuise. Selon l'étude de Bardeen et de ses collègues publiée en 2016, les températures dans les zones continentales de l'hémisphère nord auraient chuté de 20 à 30 degrés Celsius en quelques semaines suivant l'impact. De 30 degrés dans les zones tropicales à des températures proches ou inférieures au point de congélation en l'espace d'un mois. Un mois. Il y a 2 semaines, des tricératops broutaient dans des prairies subtropicales à 25 degrés. Dans 2 semaines, ces mêmes prairies seront gelées. À 2 semaines après l'impact, les grands herbivores commencent à mourir de faim. C'est la deuxième vague de mort. La première, la chaleur, les tsunamis, les séismes, les incendies, a tué brutalement, rapidement, sans distinction. La deuxième vague est plus lente, plus implacable, plus totale. Un tricératops adulte de 12 tonnes a besoin de consommer des centaines de kilogrammes de végétaux par jour pour maintenir son métabolisme. Dans un monde normal, ce n'est pas un problème. Les plaines crétacées sont couvertes de végétation dense et productive. Mais dans un monde où les plantes meurent, où le sol est recouvert de cendres, où la température chute, cette masse corporelle devient un fardeau. Les grands animaux ont besoin de plus de nourriture que les petits. C'est une loi physiologique simple. Et dans un monde qui se vide de sa végétation, les grands animaux sont les premiers à mourir de faim. Les petits mammifères nocturnes, ces créatures de quelques centaines de grammes qui se nourrissaient d'insectes, de graines, de champignons, peuvent survivre avec des ressources dérisoires. Leurs besoins caloriques sont minimes. Les graines enfouies dans le sol résistent des mois, des années parfois. Les champignons poussent même sans lumière, se nourrissant de matière organique morte. Les insectes détritivores, ceux qui se nourrissent de matière organique en décomposition, prolifèrent dans un monde couvert de carcasses et de végétaux morts. Les petits ont de la nourriture, les grands n'en ont plus. À 3 semaines après l'impact, les pluies acides commencent. Le dioxyde de soufre libéré par la vaporisation des roches sulfatées du Yucatan, ces centaines de milliards de tonnes de SO2 que nous avons mentionnées, se combinent avec la vapeur d'eau dans la stratosphère pour former des aérosols d'acide sulfurique. Ces aérosols retombent progressivement dans la troposphère, où ils se mélangent aux nuages et alimentent des précipitations acides.
des pluies dont le pH est comparable à celui du vinaigre. Ces pluies acides attaquent la végétation qui a survécu aux premières semaines. Elles acidifient les sols, détruisant les communautés microbiennes qui permettent aux plantes d'absorber les nutriments. Elles acidifient les lacs et les rivières, tuant les organismes d'eau douce sensibles aux variations de pH. Dans les océans, l'acidification est particulièrement dévastatrice. Le dioxyde de carbone libéré par l'impact et les incendies se dissout dans l'eau de mer et forme de l'acide carbonique. Le pH des océans chute de manière mesurable. Les analyses isotopiques de coquilles de foraminifères fossilisées dans les sédiments de la limite KPG, publiées dans Science en 2019, montrent une acidification océanique rapide et prononcée. Les organismes marins à coquilles calcaires, les ammonites, les bivalves, les coraux, les foraminifères, ne peuvent plus fabriquer leurs coquilles dans une eau trop acide. Leurs coquilles se dissolvent, leurs larves meurent avant de se calcifier. Un océan sans coquilles, un océan qui se vide de ses bases. À un mois après l'impact, nous devons parler de ce qui se passe dans les océans plus profondément, car la catastrophe marine est, à certains égards, encore plus totale que la catastrophe terrestre. Dans les eaux de surface, les 200 premiers mètres, là où la lumière pénètre normalement, vivaient les phytoplanctons. Ces micro-organismes photosynthétiques sont la base de toute la chaîne alimentaire marine. Ils produisent la moitié de l'oxygène de l'atmosphère terrestre. Ils sont la prairie de l'océan, invisibles à l'œil nu, mais présents en quantité si astronomique qu'ils colorent l'eau de vert et de bleu. Sans lumière, les phytoplanctons meurent. En quelques semaines, leur population s'effondre. Et avec elle, tout ce qui dépend d'eux. Le zooplancton meurt de faim. Les petits poissons qui mangent le zooplancton meurent de faim. Les grands poissons qui mangent les petits poissons meurent de faim. Les mosasaures, ces géants de 17 mètres que nous avons suivis dans leurs eaux tièdes du Crétacé, se retrouvent dans un océan qui se vide de ses proies à une vitesse qu'aucune espèce marine n'a jamais connue. Une étude publiée dans Nature Geoscience en 2021, basée sur l'analyse des isotopes du carbone dans les sédiments marins de la limite KPG à travers le monde, montre que la productivité de surface des océans a chuté d'environ 75% dans les premières semaines suivant l'impact. 75%. En quelques semaines. 3/4 de la nourriture de l'océan disparaissent. Les mosasaures ne mourront pas en un jour, pas en une semaine. Ils mourront progressivement, au cours des semaines et des mois qui suivent, dans un océan de plus en plus silencieux, de plus en plus vide, de plus en plus froid. À 6 semaines après l'impact, dans les plaines de Hell Creek, notre tyrannosaure est encore vivant. Peut-être. Les calculs sont dans sa faveur, paradoxalement. Sa taille colossale, cette même taille qui le condamne à terme parce qu'elle nécessite d'énormes quantités de nourriture, lui donne un avantage à court terme. Un animal de 9 tonnes peut survivre plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, en puisant dans ses réserves graisseuses. Les grandes espèces ont des métabolismes qui peuvent ralentir de manière significative en période de famine. Et la nourriture n'a pas encore complètement disparu. Il y a encore des carcasses. Des animaux morts dans les premières heures et les premières semaines de la catastrophe, des Edmontosaurus tués par les séismes, des Triceratops morts de leurs blessures, des centaines d'animaux de toute taille tués par les tsunamis et les incendies. Ces carcasses gèlent progressivement au fur et à mesure que la température chute. Elles se conservent. Le tyrannosaure est charognard autant que prédateur. Les analyses de marques de morsures sur des ossements fossilisés, publiées dans PLOS ONE en 2012, ont depuis longtemps établi que les tyrannosaures consommaient activement des carcasses. Dans un monde en train de mourir, le charognage est peut-être sa dernière stratégie de survie viable. Il mange des morts, dans un monde de morts. À 2 mois après l'impact, la température a chuté de manière catastrophique dans les zones continentales. Les modèles climatiques les plus récents, une étude publiée dans Nature Geoscience en 2022 par une équipe de l'Université de Potsdam, suggèrent un refroidissement moyen de 15 degrés Celsius à l'échelle planétaire, avec des chutes bien plus importantes dans les zones continentales éloignées des océans. Dans les plaines de Hell Creek, la température est passée de 25 degrés à des températures négatives. Des températures négatives. Dans un monde qui n'avait pas connu de gel depuis des millions d'années, aucun dinosaure non avien n'était adapté au froid. Pas parce qu'ils étaient nécessairement à sang froid. Les données actuelles sur leur physiologie, notamment les études d'ostéohistologie publiées dans Science en 2016, suggèrent qu'ils avaient probablement un métabolisme intermédiaire entre les reptiles ectothermes modernes
et les mammifères endothermes. Mais même avec un métabolisme actif, aucun grand dinosaure ne possédait l'isolation thermique, la fourrure épaisse, la graisse sous-cutanée importante, nécessaire pour survivre à des températures bien négatives de manière prolongée. Les oiseaux crétacés, eux, avaient des plumes. Une isolation naturelle perfectionnée sur des millions d'années. Ce détail, apparemment trivial, allait se révéler comme l'une des clés de la survie. À 3 mois après l'impact, quelque chose d'inattendu se produit dans certaines zones. Dans les régions côtières, là où la chaleur thermique des océans tempère encore légèrement les températures de l'air, quelques populations d'animaux résistent. Les océans, avec leur immense capacité thermique, refroidissent beaucoup plus lentement que les continents. Les zones côtières bénéficient de ce tampon thermique pendant plusieurs mois. Et dans les profondeurs des forêts, quelque chose d'autre résiste. Les graines. Des millions de milliards de graines, enterrées dans le sol par des années de fructification, enfouies sous les feuilles mortes et la litière forestière, stockées dans les terriers des petits mammifères, attendent. Les graines sont extraordinairement résistantes. Elles peuvent survivre des décennies, parfois des siècles dans le sol. Elles sont conçues par l'évolution pour traverser les périodes défavorables. Et quand la lumière reviendra, quand le voile de poussière se dissipera progressivement dans quelques mois ou quelques années, ces graines germeront. Les plantes à fleurs reviendront, mais pas pour sauver les dinosaures, pour les remplacer. À 4 mois après l'impact, les grandes extinctions sont en cours. Il faut être précis ici, parce que la nuance est importante. Les extinctions ne se produisent pas en un jour. Même les extinctions catastrophiques prennent du temps, des mois, des années, parfois quelques millénaires, pour que les derniers individus des espèces condamnées disparaissent. Ce que nous appelons l'extinction KPG, la disparition des dinosaures non-aviens et de 75% de toutes les espèces, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. Un processus déclenché en un instant, mais dont les conséquences s'étalent. Les premières à disparaître sont les grandes espèces, les Tricératops, les Edmontosaurus, les Ankylosaurus, les Pachycephalosaurus. Ces animaux énormes, aux besoins énergétiques gigantesques, dans un monde sans végétation et sans proie. Leur mort n'est pas spectaculaire, elle est lente. C'est la mort par épuisement des réserves, par hypothermie progressive, par inanition. Les derniers individus de ces espèces sont probablement morts seuls, sans troupeau, sans reproduction. Les derniers de leur lignée, dans un monde qui ne ressemblait plus à rien de ce que leurs ancêtres avaient connu. À 5 mois après l'impact, les tyrannosaures. Le Tyrannosaurus rex était peut-être l'espèce la mieux armée pour survivre le plus longtemps. Son métabolisme flexible, sa capacité de charognage, sa tolérance à des conditions variées, ses besoins en eau relativement modestes comparés à sa masse corporelle. Mais 5 mois après l'impact, il n'y a plus assez de proie, plus assez de carcasses. Les grands herbivores sont morts ou en train de mourir. Ce qui reste, quelques individus épars, affaiblis, errant dans un paysage de cendres et de forêts mortes, ne peut pas soutenir une population de prédateurs de 9 tonnes. Le tyrannosaure que nous avons suivi tout au long de cette histoire, ce mâle de 22 ans, ce survivant, ce chasseur parfait d'un monde parfait, est probablement mort quelque part dans ces mois. Dans quel état, nous ne pouvons pas le savoir. Affaibli par la famine, ralenti par le froid, errant dans un monde méconnaissable. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Aucun être vivant sur cette planète ne l'a compris. Il vivait, et puis le monde a changé si vite, si totalement, si définitivement que leur cerveau, aussi sophistiqué soit-il dans leur propre contexte, n'avait aucune grille de lecture pour interpréter ce qui se passait. Il mourait simplement. Comme tous les êtres vivants meurent, sans comprendre pourquoi. À 6 mois après l'impact, la Terre est méconnaissable. Les forêts tropicales sont des étendues de troncs noirs calcinés. Les plaines sont des déserts de cendres recouvertes par endroits d'une fine pellicule de neige. De la neige, dans des régions qui n'en avaient jamais connu. Les rivières charrient une eau sombre et acide. Les ciels sont d'un gris permanent, d'un orange terne, d'une lumière crépusculaire qui ne varie presque pas entre le jour et la nuit. Et dans cet enfer gris et froid, des choses vivent encore. Les champignons prospèrent sur les forêts mortes. Les insectes détritivores pullulent dans la litière de feuilles mortes. Les fougères, ces survivantes que nous avons déjà mentionnées, commencent timidement à coloniser les zones les moins affectées. Les petits mammifères sont dans leurs terriers.
Ils mangent les graines stockées. Ils mangent les insectes. Ils mangent les champignons. Leur métabolisme rapide leur permet de maintenir leur température corporelle même dans le froid. Leur fourrure les isole. Leur taille minuscule réduisent leurs besoins caloriques à des niveaux que ce monde dévasté peut encore fournir. Ils attendent. À 9 mois après l'impact, les survivants se précisent. Une étude publiée dans PLOS ONE en 2021, synthétisant les données de centaines de sites fossilifères de la limite KPG à travers le monde, a tenté de reconstruire le profil des survivants. Quelles caractéristiques permettaient la survie? La petite taille. Les animaux de moins de 25 kg survivent à des taux bien supérieurs aux grandes espèces. 25 kg, c'est la taille d'un gros chien. La capacité à manger des graines, des insectes ou de la matière organique morte. Les régimes alimentaires généralistes survivent. Les régimes spécialisés disparaissent avec leurs sources de nourriture. La capacité à résister au froid, fourrure, plumes ou comportement d'hibernation. La petite taille déportée avec une reproduction rapide. Les espèces qui peuvent se reproduire vite et souvent se reconstituent plus facilement que les espèces à reproduction lente. Les mammifères cochent toutes ces cases. Les oiseaux cochent la plupart de ces cases. Les tortues, les crocodiliens, les lézards et les serpents, qui peuvent ralentir leur métabolisme jusqu'à des niveaux quasi nuls et survivre des mois sans nourriture, cochent suffisamment de ces cases pour passer. Les grands dinosaures non aviens n'en cochent aucune. À 1 an après l'impact, le voile de poussière commence très lentement à se dissiper. Les particules les plus lourdes sont retombées. Certains aérosols se sont dissous dans les pluies. La lumière qui arrive à la surface est encore réduite, peut-être à 20 ou 30% de la normale, mais c'est déjà infiniment mieux que le 1% des premiers mois. Les premières fougères tapissent certaines zones dévastées d'un vert timide. Les premières fleurs poussent depuis des graines qui attendaient dans le sol. Ce vert fragile, hésitant sur fond de cendres noires, est l'un des signaux les plus importants de l'histoire de la vie sur Terre. La vie revient. Elle revient toujours. Mais elle revient différente. À 2 ans après l'impact, les derniers dinosaures non-aviens sont morts, ou presque. Il faut être honnête sur ce point. Nous ne savons pas exactement combien de temps les dernières populations de dinosaures ont résisté. Les fossiles ne nous donnent pas une précision à l'année. Certaines études, basées sur des analyses stratigraphiques très précises, publiées dans Geological Society of America Bulletin en 2019, suggèrent que dans certaines régions, des populations de dinosaures ont pu persister quelques dizaines de milliers d'années après l'impact. Quelques dizaines de milliers d'années. Une éternité pour un être vivant. Un battement de cils dans l'histoire géologique. Ces derniers dinosaures, peut-être des populations isolées dans des refuges climatiques côtiers, peut-être des espèces plus petites et plus adaptables dont nous n'avons pas encore trouvé les fossiles, vivaient dans un monde qui ne leur appartenait déjà plus. Un monde en train de se reconstruire autour d'eux. Un monde où les petits mammifères sortaient de leurs terriers de plus en plus souvent, s'aventuraient dans des territoires de plus en plus vastes, commençaient à diversifier leurs régimes alimentaires, leur comportement, leur taille. Un monde où les oiseaux, les seuls dinosaures à avoir survécu, chantaient dans des arbres qui repoussaient. Un monde qui se préparait à quelque chose de nouveau, quelque chose d'entièrement nouveau. Et c'est là que nous devons nous arrêter un instant. Pas pour pleurer les dinosaures, bien que quelque chose en nous, quelque chose d'humain et de profondément empathique, ressente une forme de vertige face à la magnitude de cette perte. 160 millions d'années d'évolution, des milliers d'espèces, des formes de vie d'une complexité et d'une diversité que nous ne faisons qu'effleurer à travers les fossiles. Mais il faut dire quelque chose d'important, quelque chose que la science nous dit clairement. Si l'astéroïde n'avait pas frappé, si cette trajectoire avait été légèrement différente, si l'angle d'impact avait été plus rasant, si la roche du Yucatan avait été moins riche en sulfate, les dinosaures non-aviens seraient peut-être encore là. Et nous ne serions pas là. Ou plutôt, nous ne serions pas là comme nous sommes. Les mammifères existaient déjà. Mais ils étaient condamnés à rester petits, nocturnes, discrets, marginaux dans un monde dominé par les dinosaures. Les données paléontologiques sont sans appel sur ce point. Les mammifères du Crétacé final n'étaient pas en train de conquérir le monde. Ils en occupaient les marges. C'est l'extinction des dinosaures qui a ouvert le monde aux mammifères. C'est la catastrophe du Yucatan qui a rendu possible l'existence des primates, des éléphants, des baleines, des lions et des êtres humains.
Nous sommes les enfants de cet astéroïde. Dans la dernière partie, nous allons suivre ce qui s'est passé ensuite. Comment les survivants ont hérité d'une planète vide. Comment les mammifères, en 10 millions d'années, ont diversifié leur forme jusqu'à occuper chaque niche écologique laissée vacante. Comment les oiseaux sont devenus les dinosaures du monde nouveau. Et quelles questions restent encore ouvertes aujourd'hui. Les mystères que les géologues et les paléontologues continuent de déterrer, littéralement, dans les formations rocheuses du monde entier. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Elle n'est jamais terminée. 10 millions d'années après l'impact. Arrêtez-vous sur ce chiffre. 10 millions d'années. Une durée que notre cerveau ne peut pas vraiment appréhender. Une durée qui fait paraître toute l'histoire humaine aussi brève qu'un clignement d'œil. Et pourtant, dans l'échelle de l'histoire de la vie sur Terre, 10 millions d'années représentent quelque chose de relativement court. Un chapitre, une transition. Le temps qu'il a fallu à la vie pour reconstruire ce que l'astéroïde avait détruit. Ou plutôt, pour construire quelque chose d'entièrement nouveau. Parce que la vie qui a émergé de la catastrophe de Chicxulub n'était pas une copie de ce qui existait avant. Ce n'était pas la même biosphère reconstruite à l'identique. C'était quelque chose de radicalement différent. Quelque chose que l'évolution n'aurait jamais produit sans ce coup de pouce cosmique brutal et définitif. Quelque chose qui allait, 66 millions d'années plus tard, produire un être capable de reconstituer cette histoire à partir de fragments de roche. Vous. Mais revenons d'abord aux premières années, au monde qui se reconstruit. Dans les premières années suivant l'impact, les premières dizaines de milliers d'années, la Terre ressemble à ce que les biologistes appellent un monde fantôme. Les grandes structures écologiques, les forêts tropicales, les prairies, les récifs coralliens, ont disparu ou sont réduites à des vestiges. Les chaînes alimentaires complexes se sont effondrées. Les niches écologiques, ces rôles que jouent les espèces dans un écosystème, prédateurs, herbivores, décomposeurs, pollinisateurs, sont vides. Des milliers de niches vides. C'est la catastrophe, vue sous un angle différent. Mais c'est aussi, et c'est là que la perspective change complètement, la plus grande opportunité évolutive de l'histoire de la vie complexe sur Terre. Une planète de niches vides. Une planète sans concurrence. Une planète qui attend d'être remplie. Les premiers à remplir ces niches sont les plus humbles. Les champignons ont proliféré pendant des années sur les forêts mortes. Des études de spores fossiles publiées dans Fungal Biology en 2018 montrent un pic massif de champignons décomposeurs directement au-dessus de la couche d'iridium dans de nombreuses formations géologiques. Pendant des années, les champignons ont régné sur un monde de bois mort. Ils ont décomposé. Ils ont recyclé. Ils ont transformé la mort en nutriments disponibles pour ce qui allait venir. Les fougères ont suivi. Le pic de fougères que nous avons mentionné, cette explosion de spores dans les sédiments de la limite KPG, représente la première reconquête végétale d'un monde dévasté. Les fougères pionnières ont stabilisé les sols, réduit l'érosion, créé les conditions dans lesquelles les plantes à fleurs pourraient éventuellement revenir. Et les plantes à fleurs sont revenues. Plus vite que quiconque ne l'aurait prévu. Une étude publiée dans Science en 2022, basée sur l'analyse de pollen fossiles dans des formations d'Amérique du Nord, du Groenland et d'Europe, conclut que les forêts à dominante de plantes à fleurs, les angiospermes, avaient reconstitué une canopée dense en moins de 10 000 ans dans certaines zones. 10 000 ans. À l'échelle géologique, c'est instantané. La vie ne s'est pas contentée de survivre, elle a bondi. Et dans ces forêts qui repoussaient, les mammifères. C'est là que l'histoire devient véritablement extraordinaire. Il faut comprendre ce qu'étaient les mammifères au moment de l'impact. Ce n'étaient pas des êtres insignifiants. Ils existaient depuis 200 millions d'années, coévoluant avec les dinosaures depuis le Trias. Mais leur diversité morphologique était limitée. Ils occupaient essentiellement 3 types de corps, les insectivores nocturnes, les petits omnivores généralistes et quelques formes semi-aquatiques ou arboricoles. Aucun grand herbivore, aucun grand prédateur, aucun mammifère volant, aucun mammifère marin. Ces niches étaient toutes occupées par des non-mammifères. En quelques millions d'années après l'extinction KPG, tout cela change. C'est ce que les paléontologues appellent la radiation adaptative, une explosion évolutive de nouvelles formes, de nouvelles tailles, de nouvelles stratégies de vie, déclenchée par la disponibilité soudaine de niches écologiques vides. Une étude monumentale publiée dans Science en 2015 par une équipe internationale de 37 chercheurs basée sur l'analyse phylogénétique de 4200 espèces de mammifères fossiles et actuels,
à reconstituer cette radiation avec une précision sans précédent. Les résultats sont stupéfiants. Dans les 5 premiers millions d'années suivant l'extinction KPG, les mammifères ont diversifié leur taille corporelle d'un facteur 100 000. Des créatures de quelques grammes aux premiers représentants de lignées qui allaient donner des éléphants, des baleines, des rhinocéros. 100 000. En 5 millions d'années. C'est la vitesse à laquelle la nature remplit un vide. Parlons des oiseaux. Parce que les oiseaux sont les véritables dinosaures survivants. Pas une métaphore, pas une analogie. Un fait phylogénétique établi par des décennies d'analyses morphologiques et moléculaires. Les oiseaux sont des théropodes. Ils appartiennent au même groupe que le Tyrannosaurus rex, le Vélociraptor, le Spinosaurus. Leurs plumes ne sont pas une invention nouvelle. Elles dérivent directement des plumes de leurs ancêtres dinosauriens. Leurs os creux, leurs poumons à sacs aériens, leur métabolisme rapide. Tout cela existait dans des formes proches chez leurs ancêtres théropodes. Quand vous regardez un corbeau résoudre un problème, et les corbeaux sont capables de raisonnement causal, de planification future, d'utilisation d'outils, comme le montrent des études publiées dans Current Biology, vous regardez un cerveau dinosaurien. Quand vous entendez un oiseau chanter au lever du soleil, comme ces oiseaux crétacés qui chantaient dans les arbres de Hell Creek ce dernier matin ordinaire, vous entendez l'écho vivant de 66 millions d'années de continuité évolutive. Les oiseaux ont survécu pour plusieurs raisons qui font encore l'objet de recherches actives. Leur petite taille, leur capacité à voler, à couvrir de grandes distances pour trouver de la nourriture dans un monde fragmenté. Leur régime alimentaire basé en partie sur des graines qui ont survécu à la catastrophe. Leur métabolisme rapide, capable de s'adapter à des conditions variables. Et peut-être, selon une hypothèse publiée dans Current Biology en 2020, leur capacité à entrer dans des états de torpeur, réduisant leurs besoins énergétiques en période de famine. Sur les quelques 26 lignées d'oiseaux qui existaient au moment de l'impact, selon une analyse publiée dans Nature en 2022 par une équipe dirigée par Daniel Field de l'Université de Cambridge, seuls 5 ont survécu à l'extinction KPG. 5 lignées, sur 26. Et ces 5 lignées ont donné, en 66 millions d'années, les 10 000 espèces d'oiseaux qui peuplent notre monde aujourd'hui. Chaque moineau dans votre jardin, chaque aigle dans le ciel, chaque pingouin dans les eaux antarctiques. Tous sont les descendants de ces 5 lignées qui ont traversé la nuit d'impact et survécu. Tous sont des dinosaures. Maintenant, les questions qui restent ouvertes. Parce que 66 millions d'années de recherche n'ont pas tout résolu, loin de là. Et les découvertes les plus récentes continuent de remettre en question ce que nous pensions savoir. Première grande question ouverte, le rôle des éruptions du Décan. Au moment de l'impact de Chicxulub, une autre catastrophe géologique était déjà en cours. Les Traps du Décan, une province volcanique gigantesque dans ce qui est aujourd'hui le centre et l'ouest de l'Inde, était en phase d'éruption massive depuis environ 250 000 ans avant l'impact. Ces éruptions avaient déjà libéré des quantités considérables de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, contribuant à un changement climatique progressif. Certains scientifiques, notamment Gerta Keller de l'université Princeton, dont les travaux publiés dans des dizaines d'articles depuis les années 90 ont constitué une voix dissidente importante dans la communauté paléontologique, ont soutenu que le volcanisme du Décan était le facteur principal de l'extinction KPG et que l'impact de Chicxulub n'en était que le déclencheur final. La communauté scientifique majoritaire ne partage pas cette position. Les données de la limite KPG, l'instantanéité de la couche d'iridium, la brusquerie de l'effondrement des écosystèmes, la coïncidence précise entre la datation du cratère et celle de l'extinction pointent clairement vers l'impact comme cause principale. Mais les éruptions du Décan ont probablement contribué. Dans quelle proportion exactement? C'est une question que la science continue de débattre. Deuxième grande question ouverte, la précision temporelle de Tanis. Le site de Tanis est extraordinaire. Nous l'avons mentionné plusieurs fois. Mais depuis la publication initiale de De Palma en 2019, d'autres chercheurs ont examiné ces données de près, et certains ont exprimé des réserves. Mélanie During, paléontologue à l'université d'Uppsala, a publié en 2022 dans Nature une étude indépendante sur les ossements de poissons de Tanis, analysant spécifiquement la composition isotopique des os pour déterminer à quel moment de l'année l'événement s'est produit.
Son analyse, basée sur la saisonnalité des dépôts de calcium dans les eaux, suggère que l'impact a eu lieu au printemps ou au début de l'été dans l'hémisphère nord. Printemps, début de l'été. Ce détail saisonnier a des implications profondes. Les animaux de l'hémisphère nord, au printemps, étaient en phase active. Les réserves de graines et de nourriture stockées pour l'hiver étaient épuisées. Les jeunes venaient de naître ou étaient en train de naître, vulnérables. Dans l'hémisphère sud, en revanche, c'était l'automne. Les animaux avaient des réserves plus importantes. Les graines étaient abondantes. Les conditions de survie initiales étaient légèrement meilleures. Certains chercheurs suggèrent que cette asymétrie saisonnière pourrait expliquer en partie pourquoi certaines lignées de l'hémisphère sud ont eu des taux de survie légèrement supérieurs à ceux de l'hémisphère nord. Une piste de recherche active. Une question sans réponse définitive. Troisième grande question ouverte. Combien de temps a duré l'hiver d'impact? Les modèles varient de manière significative selon les paramètres utilisés. Les estimations les plus pessimistes, comme l'étude de Bardeen publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences en 2016, suggèrent un refroidissement significatif pendant 2 à 3 ans, avec des effets résiduels sur la lumière solaire pendant jusqu'à 15 ans. Les estimations plus modérées suggèrent 1 an à 2 ans de conditions vraiment catastrophiques, suivies d'une récupération progressive. La différence entre 1 an et 15 ans d'obscurité partielle est énorme pour les espèces qui tentent de survivre. Et nous ne savons pas encore avec précision laquelle est correcte. Les carottes de sédiments prélevées au fond du cratère de Chicxulub lui-même, lors du programme de forage IODP en 2016, le premier forage jamais réalisé directement dans le pic de rebond central du cratère, contiennent peut-être les réponses. L'analyse de ces carottes est encore en cours. Des publications continuent d'en sortir. La roche continue de parler. Nous continuons d'écouter. Quatrième grande question ouverte. Y a-t-il des fossiles du jour de l'impact encore à découvrir? La réponse est presque certainement oui. Tanis est unique en son genre, du moins pour l'instant. Mais les conditions qui ont permis la fossilisation extraordinaire de ce site ne sont pas nécessairement absentes ailleurs. Il existe probablement d'autres sites dans le monde où les premières heures de la catastrophe ont laissé des traces aussi précises. Des sites que nous n'avons pas encore trouvés. Des sites qui attendent, sous quelques mètres de roche, qu'un géologue passe au bon endroit au bon moment et remarque quelque chose d'inhabituel dans la coloration d'une falaise, dans la texture d'une couche sédimentaire, dans la forme d'un fragment de roche. C'est ainsi que fonctionne la paléontologie. Ce n'est pas une science de laboratoire d'abord, c'est une science de terrain, une science de la patience, de la marche, de l'œil entraîné à voir ce que d'autres ne voient pas. Les grandes découvertes se font encore à pied, dans des déserts et des badlands et des falaises côtières, par des gens qui regardent la roche de la bonne façon au bon moment. Voir d'abord, c'est une science de terrain, une science de la patience, de la marche, de l'œil entraîné à voir ce que d'autres ne voient pas. Les grandes découvertes se font encore à pied, dans des déserts et des badlands et des falaises côtières, par des gens qui regardent la roche de la bonne façon au bon moment.